Sous la terre, dans le silence des ruines et des pierres brisées, demeurent des questions qui ne trouvent pas de réponse. Les archéologues exhument des fragments d'un passé oublié, mais derrière chaque découverte s'ouvre un gouffre plus vaste encore. Des civilisations effacées sans explication, des monuments impossibles à ériger avec les moyens connus de leur temps, des écritures que personne ne peut lire, des tombes qui n'auraient jamais dû exister. Ces vestiges ne sont pas seulement des témoins de l'histoire, ils sont des énigmes, des murmures qui défient la logique. Chaque pierre, chaque symbole semble porter un secret. Et plus l'on creuse, plus le mystère s'épaissit, comme si la terre elle-même veillait à garder certaines vérités hors de portée. Sous les eaux calmes qui bordent l'île de Yonaguni, au sud du Japon, repose un silence pétrifié. C'est là, à une vingtaine de mètres sous la surface, qu'apparaissent les contours d'un monument que nul n'attendait. Masses de pierres superposées, escaliers abrupts, terrasses anguleuses, tout semble dessiner une architecture engloutie. Découverte dans les années 1980 par un plongeur local, cette formation a rapidement éveillé une fascination mondiale. Était-ce un temple, une pyramide, un vestige d'une civilisation perdue, ou bien un caprice naturel sculpté par des millénaires de courants marins? La structure que l'on appelle aujourd'hui le monument de Yonaguni mesure près de 75 mètres de long et 25 mètres de haut. Les blocs semblent taillés avec une rigueur que l'on attribue normalement à la main humaine. Escaliers droits, plateformes horizontales, parois polies. Certains voient même des symboles gravés, des routes, des piliers arrachés au temps. Pourtant, les géologues se divisent. Les uns y lisent les traces indiscutables d'une construction volontaire, les autres affirment que la géométrie n'exclut pas la nature, que l'érosion peut, à force d'années, reproduire ce que nous croyons être une œuvre humaine. Ce qui intrigue davantage, c'est la profondeur à laquelle repose le monument. Pour qu'une telle structure se trouve aujourd'hui sous la mer, il faudrait que son édification remonte à une époque où le niveau des océans était bien plus bas. Cela renvoie à la fin de la dernière ère glaciaire, il y a plus de 10 000 ans. Mais cette datation trouble l'esprit. Aucune civilisation connue n'édifiait alors de tels complexes monumentaux. Göbekli Tepe, en Turquie, souvent cité comme l'un des plus anciens sanctuaires, date d'environ 11 500 ans. Yonaguni, si sa nature humaine était confirmée, bouleverserait tout ce que l'on pense savoir des origines de l'architecture et de l'organisation sociale. Les plongeurs qui s'y aventurent décrivent un paysage qui oscille entre le familier et l'étrange. Des escaliers abrupts mènent vers des terrasses larges et silencieuses. Certaines parties semblent dessiner des amphithéâtres, comme si des foules s'y étaient un jour rassemblées pour assister à des cérémonies oubliées. D'autres zones rappellent des routes droites, étroites, bordées de murs. On évoque même l'existence d'une sorte de visage taillé dans la roche, une sculpture colossale qui aurait contemplé l'horizon marin. Mais ces interprétations varient au fil des regards. Ce que l'un appelle sculpture, l'autre y voit hasard de la fracture géologique. La comparaison avec d'autres sites submergés ajoute à la perplexité. En Méditerranée, des cités antiques dorment sous l'eau, englouties par les tremblements de terre et les variations du niveau marin. Mais elles appartiennent à une histoire récente, quelques millénaires au plus. Yonaguni, lui, s'inscrit dans un passé si ancien qu'il échappe aux repères. Ce décalage laisse flotter l'hypothèse d'un continent disparu, d'une civilisation inconnue dont les traces auraient été effacées par le temps. Certains n'hésitent pas à évoquer l'ombre persistante de l'Atlantide, mythe que Platon situait déjà dans une époque reculée, disparue dans les flots. Pourtant, la science reste prudente. Les études géologiques indiquent que la pierre de Yonaguni est un grès sédimentaire fragile, sujet à des cassures naturelles en ligne droite. Les courants marins peuvent accentuer ces fractures, créant l'illusion d'escaliers ou de terrasses. Des formations similaires existent d'ailleurs dans le monde, sans que l'on parle de cités perdues. La nature de parfois joue de ces symétries qui semblent presque intentionnelles, et pourtant l'esprit hésite. La netteté des angles, l'ampleur des surfaces planes, la disposition évoquant un plan organisé. Tout cela dépasse souvent ce que l'on attribue à l'érosion seule. La fascination pour Yonaguni tient autant au mystère géologique qu'à la résonance humaine, car si ce monument est bien l'œuvre d'un peuple oublié, cela impliquerait une organisation sociale, des techniques de construction, une vision du monde qui précède de milliers d'années ce que l'archéologie reconnaît aujourd'hui. Les pêcheurs de la région parlent de légendes anciennes, récits de terres englouties, d'îles disparues. Ces échos oraux ne prouvent rien,
mais ils entretiennent une continuité fragile entre mémoire humaine et pierre silencieuse. La plongée dans ces eaux n'apporte pas seulement des images spectaculaires, elle confronte chacun à la limite de son savoir. Le monument est trop vaste pour être ignoré, trop étrange pour être expliqué simplement, trop ancien pour s'inscrire aisément dans l'histoire connue. Chaque tentative de certitude se heurte à une absence. Pas de céramique, pas d'outils, pas de restes organiques permettant une datation directe. Rien que la pierre nue, découpée par le temps ou par la main de l'homme, nul ne le sait. Il existe une ironie subtile dans ce lieu. Plus les chercheurs plongent, plus le mystère se creuse. Le site attire archéologues, géologues, explorateurs, mais aucune conclusion ne s'impose. Chacun repart avec une conviction différente, comme si la mer elle-même brouillait les certitudes. Peut-être est-ce cela le véritable rôle de Yonaguni. Non pas révéler une vérité, mais rappeler combien nos connaissances reposent sur des fondations fragiles. Le monument continue de dormir, ses marches désertes glissant vers le vide marin. Les bancs de poissons en sont aujourd'hui les seuls habitants, traversant d'antiques escaliers que nul ne foule plus. Les courants ballant dans ses parois, effaçant lentement les arêtes, comme si la mer voulait refermer cette ouverture vers le passé. Chaque année, de nouveaux plongeurs s'y aventurent, espérant capter une réponse dans le silence minéral. Mais Yonaguni garde son secret. Ni totalement naturel, ni pleinement artificiel, il demeure entre deux mondes, celui des pierres et celui des hommes. Peut-être est-ce cela qui fascine autant, non pas la promesse d'une vérité cachée, mais l'expérience même du doute. Yonaguni nous rappelle que l'histoire humaine est tissée de vide, de silence, de fragments impossibles à relier, qu'il existe des lieux où le temps semble retenir une part de ses secrets, refusant de se plier à nos schémas. Un monument qui pourrait bouleverser l'histoire ou qui ne serait qu'un jeu de la nature. Entre ces deux pôles, l'esprit flotte, incapable de choisir, attiré par le vertige de l'incertitude. Et tandis que l'on quitte ces eaux, l'image demeure, celle d'escaliers qui descendent vers le néant, de terrasses désertes noyées de lumière liquide. Yonaguni n'est ni une ruine, ni une simple roche. C'est un seuil, une frontière entre ce que l'on sait et ce que l'on devine. Un rappel que, parfois, les mystères ne sont pas faits pour être résolus, mais pour être contemplés, comme un murmure ancien au fond de la mer. Dans le désert aride du sud du Pérou, une plaine immense s'étend, silencieuse, brûlée par le soleil. À première vue, ce n'est qu'un paysage stérile, du sable, des pierres, l'horizon figé sous un ciel d'un bleu implacable. Pourtant, vu du ciel, ce sol révèle une autre réalité. Des lignes tracées à perte de vue, des figures gigantesques s'inscrivant dans la terre, singes à la queue en spirale, colibris aux ailes déployées, araignées aux pattes fines, condors au vol figé. Ce sont les géoglyphes de Nazca, œuvres immenses que l'on ne peut saisir que depuis les hauteurs, comme si elles avaient été dessinées pour des regards venus d'ailleurs. Découverts au début du XXe siècle, ces tracés intriguent depuis des générations. Ils couvrent plus de 450 km² et comprennent des centaines de lignes droites de figures géométriques, ainsi qu'une trentaine de représentations d'animaux et de plantes. Certaines lignes s'étendent sur plusieurs kilomètres, droites malgré les irrégularités du terrain. Les géoglyphes les plus grands mesurent plus de 300 mètres de long, proportion si démesurée qu'aucun être humain au sol ne peut en embrasser la forme. Leur réalisation paraît à la fois simple et énigmatique. Le désert de Nazca possède une croûte sombre, de pierres oxydées par le soleil. En dégageant cette surface, il suffit de révéler le sable plus clair en dessous pour créer un contraste. Ainsi sont nées les lignes, d'un geste apparemment rudimentaire, mais dont l'échelle défie l'entendement. Car il ne s'agit pas de quelques marques isolées, c'est un réseau immense, organisé, cohérent, qui demande une vision globale. Comment des peuples précolombiens, sans accès à la vue aérienne, pouvaient-ils concevoir et tracer avec une telle précision des formes visibles seulement depuis le ciel ? Les archéologues avancent diverses hypothèses. Les lignes droites, orientées selon des axes précis, pourraient avoir servi de pistes cérémonielles, où les prêtres et les fidèles marchaient lors de rituels dédiés aux dieux. Certaines orientations coïncideraient avec le lever ou le coucher du soleil à des dates particulières, suggérant un calendrier astronomique géant. Les figures animales, elles, pourraient être représenter des divinités, des totems ou des symboles, liés aux croyances agricoles. Le colibri, par exemple, était associé à la fertilité, l'araignée à la pluie. Ainsi, chaque tracé serait une offrande silencieuse, un dialogue gravé entre la terre et le ciel.
D'autres chercheurs soulignent le rôle vital de l'eau dans cette région désertique. Le peuple Nazca, qui a prospéré entre le 1er et le 7e siècle, dépendait d'ingénieux systèmes d'irrigation pour survivre. Les lignes pourraient indiquer des sources souterraines, des chemins menant aux aqueducs, ou symboliser les prières adressées aux divinités pour attirer la pluie. Cette interprétation relie les géoglyphes à la survie même d'une civilisation qui luttait contre l'aridité extrême. Mais ces explications ne dissipent pas l'étrangeté. Pourquoi ces formes immenses, visibles seulement d'en haut? Pourquoi tant d'efforts pour tracer des symboles que leurs propres créateurs ne pouvaient contempler dans leur totalité? Était-ce une offrande au Dieu du ciel que l'homme ne devait pas voir mais seulement accomplir? Ou bien un langage secret adressé à l'invisible, un rituel inscrit sur la peau de la terre elle-même? Les premières études systématiques furent menées dans les années 1940 par Maria Reich, une mathématicienne allemande qui consacra sa vie entière au désert. Surnommée la Dame de Nazca, elle mesura, cartographia, protégea ses tracés avec une dévotion solitaire. Elle voyait dans les lignes un calendrier astronomique géant, un observatoire à ciel ouvert permettant de suivre les mouvements du Soleil, de la Lune et des étoiles. Pour elle, le désert tout entier était un livre cosmique, où chaque figure correspondait à une constellation, chaque ligne à un axe céleste. Son interprétation séduisit par sa cohérence, mais d'autres chercheurs la contestèrent. Les corrélations astronomiques ne sont pas toujours précises, certains alignements semblent fortuits. Pourtant, l'idée que les Nazca aient tourné leur regard vers le ciel reste puissante. Dans de nombreuses cultures anciennes, les monuments majeurs étaient orientés selon les étoiles, qu'il s'agisse des pyramides d'Égypte ou des temples mayas. Pourquoi le désert de Nazca aurait-il échappé à cette logique universelle de dialogue avec le cosmos? À côté des interprétations savantes, Nazca a aussi nourri les imaginaires les plus audacieux. Dans les années 1960, certains auteurs suggérèrent que les lignes auraient été tracées comme piste d'atterrissage pour des visiteurs venus d'ailleurs. L'immensité des figures, leur visibilité depuis le ciel, semblait alimenter l'hypothèse extraterrestre. Cette idée, séduisante pour le grand public, a été rejetée par la science, mais elle continue de hanter l'imaginaire collectif. Peut-être parce qu'elle souligne ce qui fascine à Nazca, l'impression que ce lieu a été conçu pour être vu d'un point de vue inaccessible aux hommes de l'époque. En marchant sur ces lignes, l'impression est bien différente. Depuis le sol, elles ne sont que des tranchées peu profondes, des sillons clairs serpentant dans le désert. L'échelle se perd, le sens disparaît. Ce n'est que depuis les collines environnantes ou les airs que le dessin se révèle. Ainsi, le mystère se double d'une expérience paradoxale. Ceux qui les ont créés n'avaient sans doute jamais vu leur œuvre complète. Ils traçaient des formes qui leur échappaient confiant dans une vision plus vaste, peut-être celle des dieux. Les figures animales ajoutent une dimension symbolique. Le singe à la queue en spirale semble tournoyer dans l'infini. L'araignée, aux pattes démesurées, s'étend comme un filet cosmique. Le condor plane à jamais dans un ciel absent. Chaque image possède une force qui dépasse le simple dessin. Ce sont des présences, figées dans la terre comme des esprits invoqués. Elles parlent d'un rapport au monde où la frontière entre nature, divinité et cosmos n'existait pas. La fragilité du site renforce son mystère. Malgré des siècles d'existence, les lignes sont restées presque intactes. Le climat extrêmement sec, l'absence de pluie et de vent violents ont protégé les tracés. Mais cette préservation dépend d'un équilibre délicat. Le passage de véhicules, l'urbanisation ou même le tourisme peuvent menacer ces marques millénaires. Leur persistance, jusque-là miraculeuse, rappelle à quel point elles sont liées à la constance implacable du désert. Aujourd'hui, Nazca demeure un espace d'interrogation. Les archéologues y travaillent encore, utilisant drones, images satellites et relevés 3D pour découvrir de nouvelles figures, parfois enfouies ou à peine visibles. Chaque découverte ajoute des questions. Pourquoi multiplier ces tracés? Pourquoi répéter certaines formes? Pourquoi investir tant d'énergie dans des œuvres invisibles? Le désert, lui, ne répond pas. Il conserve ce livre de lignes ouvertes, invitant à la lecture sans jamais offrir de clé définitive. Les lignes de Nazca ne sont pas seulement une énigme archéologique, elles sont une méditation sur l'invisible. Elles rappellent qu'une civilisation peut inscrire son destin dans un geste que ses propres yeux ne peuvent embrasser, confiant son message à des regards lointains, divins ou imaginaires. Elles rappellent aussi que l'humanité, depuis toujours, cherche à parler au ciel, à inscrire son existence dans une dimension plus vaste que le quotidien.
Et lorsque l'on quitte ce désert, une impression demeure, celle d'une terre qui respire encore ses tracés muets, comme si chaque ligne vibrait d'une intention ancienne. Le colibri, figé dans le sable, semble battre des ailes pour l'éternité. Le singe tourne sa spirale sans fin. Les dieux du ciel, peut-être, continuent tant de lire ces signes. Le mystère de Nazca ne réside pas seulement dans son origine, mais dans ce qu'il suscite encore, une sensation d'étrangeté, de dialogue suspendu, de paroles adressées au silence du cosmos. Dans les collines arides du sud-est de l'Anatolie, non loin de la frontière syrienne, se dresse un site qui défie toute chronologie connue. Göbekli Tepe, la colline ventrue, paraît au premier regard n'être qu'un amas de pierres grises émergeant de la terre. Mais sous ces ruines se cache un sanctuaire qui bouleverse notre compréhension des origines de la civilisation. Découvert dans les années 1990, il révèle des structures monumentales vieilles de plus de 11 millénaires. Cela signifie que, bien avant l'invention de la céramique, avant même l'agriculture organisée, des hommes ont érigé un complexe sacré d'une ampleur inouïe. Le site est composé de cercles de pierres monumentales, dont les piliers atteignent parfois 5 mètres de hauteur et pèsent de jusqu'à 20 tonnes. Ils sont disposés par paires, formant des enceintes circulaires. Chaque pilier est taillé avec une précision étonnante et souvent décoré de bas-reliefs représentant des animaux, renards, lions, serpents, scorpions, vautours. Ces figures semblent surgir de la pierre comme des esprits fossilisés, témoins d'un bestiaire à la fois réel et symbolique. Certains piliers prennent la forme de silhouettes humaines, stylisées, avec des bras gravés le long de leurs flancs, comme si l'on avait voulu figer des géants de pierre veillant sur le sanctuaire. Ce qui trouble les archéologues, ce n'est pas seulement l'ancienneté du site, mais ce qu'il implique. Pendant longtemps, on croyait que les hommes avaient d'abord inventé l'agriculture, puis bâti des villages, et qu'ensuite seulement étaient apparus les temples et les sanctuaires. Göbekli Tepe inverse cet ordre. Ici, des chasseurs-cueilleurs dans 100 villages permanents auraient rassemblé leurs forces pour ériger un lieu sacré. L'idée que le sacré ait précédé le sédentaire, que le besoin de rite ait été plus fort que celui de la survie matérielle, renverse toute logique historique. Ce n'est pas l'agriculture qui aurait engendré la religion, mais peut-être la religion qui aurait poussé à inventer l'agriculture. Les fouilles montrent que les cercles de pierre n'étaient pas habités. On n'y a pas trouvé de maison, pas de traces de vie domestique, pas de foyer, pas d'objets quotidiens. Seulement des outils de taille et des restes d'animaux sacrifiés. Göbekli Tepe n'était pas un village, mais un sanctuaire, un lieu de rassemblement où des communautés éparses se réunissaient pour des cérémonies. On imagine des foules venues de loin, gravissant la colline, apportant des offrandes, partageant des rites dans le silence minéral. Le site aurait alors été un point de convergence, un centre spirituel bien avant l'existence des premières villes. Les techniques utilisées pour ériger ces monuments intriguent tout autant. Les piliers, taillés dans le calcaire local, nécessitaient une organisation collective et une maîtrise technique insoupçonnée pour des sociétés de chasseurs-cueilleurs. Il fallait extraire, transporter et ériger des blocs de plusieurs tonnes, les ajuster dans des cercles parfaits, les orner de sculptures détaillées. Aucun outil métallique n'existait alors. Tout cela fut accompli avec des instruments de pierre, de bois et la force humaine. Cette prouesse suggère une organisation sociale bien plus complexe qu'on ne l'imaginait pour une époque aussi reculée. L'imagerie gravée sur les pierres ajoute à l'étrangeté. Les animaux représentés ne semblent pas domestiques. Ce sont des créatures sauvages, souvent redoutées. Les vautours, en particulier, apparaissent à plusieurs reprises. Or, dans certaines cultures anciennes, les vautours étaient liés à des rites funéraires, ils ne représentaient pas le passage des âmes, dévorant les chairs pour libérer l'esprit. On a même émis l'hypothèse que Göbekli Tepe aurait été un centre rituel lié à la mort, un lieu où l'on célébrait le cycle de la vie et du passage. Mais d'autres interprétations surgissent. Certains voient dans les cercles de pierre une carte cosmique, un reflet du ciel tel qu'il était il y a plus de 10 000 ans. Les animaux gravés pourraient en correspondre à des constellations, les alignements à des positions d'étoiles. Ainsi, Göbekli Tepe serait un observatoire rituel, une tentative précoce de l'humanité d'inscrire sa spiritualité dans le mouvement du cosmos. L'idée est séduisante, que ces hommes, à une époque où la survie quotidienne semblait une priorité absolue, aient élevé les yeux vers les étoiles pour bâtir un langage sacré de pierre. L'histoire du site lui-même possède une singularité étrange. Il fut volontairement enfoui. Vers Otatusen, avec Trolley, jour après Jésus-Christ,
Les cercles furent recouverts de terre comme si l'on avait voulu sceller leur mémoire. Ce n'était pas l'œuvre du temps, mais un acte délibéré. Pourquoi avoir enseveli un tel sanctuaire après des millénaires d'usage ? Était-ce un changement de croyance, une rupture spirituelle, une volonté d'effacer ? Ce geste énigmatique nourrit l'aura mystérieuse du lieu, car grâce à cet ensevelissement, le site fut protégé et a pu parvenir jusqu'à nous presque intact, comme une capsule temporelle. Göbekli Tepe n'est pas isolé. Dans la même région, d'autres sites plus modestes révèlent des structures similaires, mais aucun n'atteint une telle grandeur. Cela suggère que la colline Ventrue fut le centre d'un réseau rituel plus vaste, peut-être le cœur d'une tradition spirituelle qui rayonnait sur des centaines de kilomètres. Les communautés nomades de l'époque auraient convergé vers ce point, unifiant par le rite ce que la géographie séparait. Les implications de Göbekli Tepe sont vertigineuses. Si des chasseurs-cueilleurs pouvaient édifier un sanctuaire aussi élaboré, alors notre vision de la préhistoire doit être repensée. Ces hommes n'étaient pas seulement des survivants dans un monde hostile, ils étaient ensemble des bâtisseurs, des sculpteurs, des penseurs, capables d'organiser leur société autour de projets spirituels collectifs. La religion, ou du moins le sentiment du sacré, aurait été une force motrice bien avant l'économie, un ferment de civilisation. Le site inspire aussi une réflexion sur la mémoire humaine. Pendant des millénaires, Göbekli Tepe est resté enseveli, oublié. Des générations entières vécurent au-dessus de ces cercles de pierre sans en soupçonner l'existence. La Terre garda ce secret, attendant un hasard moderne pour le révéler. Ce silence millénaire rappelle combien l'histoire que nous connaissons n'est qu'une parcelle, et combien de vestiges dorment encore sous nos pieds, invisibles, prêts à renverser nos certitudes. Aujourd'hui, le site attire chercheurs et visiteurs du monde entier, mais il conserve une aura de mystère. Les fouilles avancent lentement, car chaque pierre est fragile, chaque gravure menacée par le temps. Les chercheurs savent qu'ils n'ont encore mis au jour qu'une partie du sanctuaire. D'autres cercles enfouis attendent sous la colline. Ce qui a été révélé n'est peut-être qu'un fragment d'un ensemble encore plus vaste, dont la totalité échappe à notre imagination. Dans le vent sec d'Anatolie, les piliers se dressent encore, muets, veillant sur un passé que nous ne comprenons pas. On peut marcher entre eux, sentir leur présence massive, lire les silhouettes gravées, mais aucun mot ne vient expliquer leur sens. Ce silence est peut-être le plus grand héritage de Göbekli Tepe. Rappeler que l'histoire humaine n'a pas commencé avec l'agriculture ou l'écriture, mais avec le mystère, avec le besoin de donner forme au sacré. Et lorsque l'on quitte la colline, le regard se perd dans les plaines environnantes. Rien ne semble avoir changé depuis des millénaires. Le même vent, la même poussière, le même horizon immobile. Seuls les piliers demeurent, gardiens d'un secret ancien. Göbekli Tepe n'est pas une réponse, mais une question gravée dans la pierre. Une question adressée au ciel, à la terre et à nous, qui cherchons encore à comprendre ce que signifiait, pour les premiers hommes, de se tenir ensemble face au mystère du monde. Au milieu du Pacifique, isolée à des milliers de kilomètres de toute autre terre, se dresse une île minuscule, battue par les vents et ceinturée d'océans infinis. Rapa Nui, que le monde appelle l'île de Pâques, porte sur ses collines et ses falaises une énigme figée dans la pierre, des centaines de statues colossales, les Moai, visages impassibles tournés vers l'horizon ou vers l'intérieur des terres. Depuis leur redécouverte par les Européens au XVIIIe siècle, ces figures de basalte et de tuf intriguent, fascinent, inquiètent. Qui les a sculptées ? Comment ont-elles été transportées ? Pourquoi gardent-elles ce silence obstiné ? Il en existe près de 900, éparpillées sur l'île, certaines encore dressées sur leurs plateformes cérémonielles, les AU, d'autres couchées, abandonnées en sorte au milieu des carrières. Les plus grandes mesurent un plus de 10 mètres et pèsent des dizaines de tonnes. Leur style est reconnaissable entre tous. Un visage allongé, des arcades sourcilières saillantes, un nez fort, une bouche fermée, parfois surmontée d'un cylindre de pierre rouge représentant une coiffe. Certaines portent encore des traces de peinture, rappel fragile qu'elles n'étaient pas seulement des masses grises, mais des effigies vivantes aux yeux incrustés de corail. Leur origine remonte à la civilisation polynésienne, qui s'établit sur l'île vers le premier millénaire de notre ère. Ces navigateurs venus de lointaines îles apportèrent avec eux leurs mythes, leurs rituels et leur savoir-faire. Mais la monumentalité des Moai reste déconcertante. Pourquoi une population si réduite, vivant sur une terre aussi isolée et limitée en ressources, aurait-elle consacré une énergie titanesque à sculpter et ériger ces géants de pierre ?
L'effort nécessaire semble démesuré face aux besoins d'une communauté qui devait avant tout survivre dans un environnement rude, où la terre arable est rare et les ressources fragiles. Les chercheurs s'accordent à voir dans les statues des représentations des ancêtres déifiés. Chaque clan érigeait ses moaïs pour affirmer son prestige et pour attirer la protection spirituelle de ses lignées. Les ahus, plateformes sur lesquelles reposent donc les statues, servirent de lieux de culte, de centres rituels où l'on célébrait la mémoire des disparus. Le regard des moaïs tourné vers l'intérieur de l'île symboliserait cette vigilance. Les ancêtres, pétrifiés, continuèrent de veiller sur leur peuple, d'apporter fertilité et prospérité. Mais une autre énigme surgit. Comment ces statues furent-elles déplacées ? Car si elles furent sculptées dans la carrière du volcan Rano Raraku, beaucoup se trouvent à plusieurs kilomètres, parfois au sommet de collines escarpées. Les théories abondent. Troncs d'arbres utilisés comme rouleaux, traîneaux glissant sur des chemins de pierre, cordages et équipes humaines tirant ensemble. Plus récemment, des expériences ont montré qu'avec des cordes attachées et un mouvement de bascule, il est possible de faire marcher les statues en les balançant pas à pas comme un être humain titubant. Ce mode de transport correspond d'ailleurs aux traditions orales de l'île, qui disent mieux que les moaïs marchaient vers leurs emplacements. Mais même avec cette technique, la prouesse reste immense et chaque statue semble défier la force de ceux qui l'ont déplacée. L'histoire de Rapa Nui est aussi celle d'un drame. Au moment de l'arrivée des Européens au XVIIIe siècle, l'île semblait déjà marquée par un déclin. Les statues des Ar étaient pour la plupart renversées, brisées. Les traditions racontent des guerres entre clans, des luttes pour les ressources, une société qui aurait basculé dans le conflit après avoir épuisé son environnement. L'île, autrefois couverte de forêts, aurait été dévastée par la coupe massive des arbres nécessaires au transport des statues et à la survie quotidienne. Le sol privé de couverture se serait appauvri, rendant la culture difficile. Ainsi, le peuple qui avait érigé des géants se serait retrouvé à lutter pour subsister, pris dans un cercle de famine, de rivalité et de destruction. Ce scénario, souvent présenté comme une parabole de l'effondrement écologique, a été remis en question par de nouvelles recherches. Certains archéologues suggèrent que la déforestation ne fut pas uniquement causée par l'homme, mais aussi par l'introduction accidentelle de rats polynésiens, qui dévoraient les graines et empêchaient la régénération des arbres. D'autres soulignent que la société de Rapa Nui a su développer des techniques ingénieuses pour cultiver malgré un environnement appauvri, comme les jardins de pierre qui protégeaient les plantes du vent et conservaient l'humidité. Ainsi, plutôt qu'un effondrement brutal, l'histoire de l'île serait celle d'une adaptation constante, interrompue seulement par les épidémies et les violences liées à la colonisation européenne. Le mystère s'épaissit encore avec la fonction spirituelle des statues. Les moaïs ne sont pas seulement des représentations, ils semblent incarner une relation intime avec l'invisible. Leur visage, tourné vers l'île et non vers l'océan, suggèrent qu'ils ne guettaient pas l'ennemi mais veillaient sur la communauté. Les cérémonies qui se déroulaient autour des ahus faisaient coucou des statues des médiateurs entre les vivants et les morts, entre la terre et le divin. Chaque moaï portait l'identité d'un clan, mais tous formaient un paysage sacré unifié, un réseau de regards pétrifiés qui enveloppait l'île d'une présence constante. Certains détails renforcent l'étrangeté. Les coiffes rouges, appelées pukao, provenaient d'une autre carrière à des kilomètres et devaient être hissées sur la tête des statues déjà dressées. Leur couleur éclatante, contrastant avec le gris du tuf, donnait aux moaïs une dimension presque vivante, comme coiffés de flammes figées. Les yeux, lorsqu'ils étaient incrustés de corail, transformaient le visage de pierre en une présence animée, regardant réellement le monde. Ces statues n'étaient pas des blocs inertes. Elles respiraient une vie symbolique, une intensité rituelle. Les traditions orales parlent aussi de la rivalité des clans, qui, en érigeant des statues toujours plus grandes, cherchaient à surpasser leurs voisins. Ainsi, chaque moaï serait à la fois un hommage aux ancêtres et un défi lancé aux autres lignées. Cette compétition aurait contribué à l'accumulation de statues, à l'effort titanesque de leur transport et peut-être aux tensions qui finirent par fracturer la société. Au cœur de cette histoire demeure une impression, celle d'un peuple qui a voulu inscrire dans la pierre la mémoire de ses origines, qui a donné un visage à ses ancêtres et les a dressés face au vent. L'île de Pâques, isolée dans l'océan, est devenue une bibliothèque muette de visages figés, un dialogue entre les vivants et les morts, entre l'éphémère et l'éternel. Aujourd'hui, les moaïs se dressent encore, mais leur regard est chargé d'une mélancolie étrange,
Beaucoup sont endommagés, couchés, rongés par le temps. D'autres ont été restaurés, redressés pour rappeler leur grandeur passée. Ils attirent des foules venues des 4 coins du monde, mais leur mystère persiste. Car si l'on connaît leurs matériaux, leur carrière, leurs techniques probables, leur sens profond échappe toujours. Rapa Nui continue d'inspirer une fascination universelle. Peut-être parce que ces statues parlent de l'énigme humaine. Pourquoi bâtir au-delà du nécessaire ? Pourquoi sculpter des géants de pierre quand on lutte pour survivre ? La réponse se trouve peut-être dans ce que les Moai incarnent, le besoin irrépressible de donner forme à l'invisible, d'élever un monument au-delà de soi, de relier la communauté à ses morts, à ses dieux, à son destin. Et lorsque le soleil se couche sur l'île, projetant des ombres immenses sur la plaine, les Moai paraissent encore veillés. Leur silence n'est pas vide, il est chargé d'une présence, d'une mémoire qui dépasse les siècles. Dans le souffle du vent, au milieu de l'océan, il rappelle que l'humanité cherche toujours à se dresser contre l'oubli, même sur une île perdue, même au prix de toute son énergie. Sur la côte désertique du Pérou, non loin des falaises abruptes qui plongent dans l'océan Pacifique, s'étend une péninsule balayée par le vent, Paracas. C'est dans ce paysage minéral, sec, presque inhospitalier, que furent mises au jour, au début du XXe siècle, des tombes anciennes contenant un trésor étrange. Des dizaines de crânes humains, mais pas comme les autres, allongés, étirés, déformés jusqu'à prendre des formes presque inhumaines. Découverte par l'archéologue Giulio Cetello en 1928, cette nécropole révéla un mystère qui, près d'un siècle plus tard, continue d'interroger. Ces crânes parfois 2 fois plus longs que la normale appartiennent à la culture Paracas, qui prospéra entre 800 avant, jour avant Jésus-Christ et 100 avant Jésus-Christ. J'y pensais. Leur aspect est saisissant, front fuyant, voûte crânienne démesurée, silhouette rappelant davantage une créature étrangère qu'un être humain. À l'époque de leur découverte, certains y virent aussitôt la preuve de contact avec d'autres mondes, d'être venus d'ailleurs. Mais la science y reconnut une pratique culturelle, la déformation crânienne artificielle. Cette coutume, attestée dans plusieurs régions du monde, consistait à modeler le crâne d'un enfant en bas âge, lorsque les os sont encore malléables. À l'aide de planchettes serrées, de bandeaux ou de coiffes, on exerçait une pression continue, donnant peu à peu au crâne une forme allongée ou aplatie. Le processus ne causait pas, en général, de séquelles neurologiques, mais il modifiait de manière irréversible l'apparence. Ainsi, le crâne devenait le signe visible d'une identité, d'un rang, d'une appartenance. Dans le cas de Paracas, la pratique semble avoir atteint une ampleur exceptionnelle. Non seulement par le nombre de crânes retrouvés, plusieurs centaines, mais aussi par l'extrême allongement de certaines formes, parfois au-delà de ce que l'on observe ailleurs. Ces crânes, souvent ornés de textiles riches et déposés dans des sépultures collectives, appartenaient sans doute à une élite. Ils reflétaient un statut social, une distinction entre ceux qui portaient le signe du pouvoir et la population ordinaire. Mais pourquoi cette déformation ? Les raisons exactes échappent encore. Dans de nombreuses cultures, elles symbolisaient la noblesse, la beauté ou l'appartenance à un groupe dominant. Dans d'autres, elles représentaient une volonté d'imiter les dieux, d'approcher une forme considérée comme sacrée. À Paracas, on ignore si les crânes allongés étaient liés à une vision cosmologique particulière, mais leur mise en scène funéraire laisse deviner une valeur rituelle forte. Les morts étaient enveloppés dans des fardos, de grands ballots de tissus colorés, parfois accompagnés d'offrandes, comme pour prolonger leur statut dans l'au-delà. L'étrangeté des crânes a nourri toutes sortes d'hypothèses. Certains chercheurs marginaux ont affirmé qu'il ne pouvait là pas être le résultat d'une simple déformation. Le volume crânien de certains spécimens semblerait plus grand que la normale, suggérant une modification non seulement de la forme, mais aussi de la capacité interne. Des analyses ADN réalisées récemment ont même fait naître des rumeurs d'anomalies génétiques, alimentant l'idée d'une population distincte, voire d'origine mystérieuse. Cependant, les études scientifiques rigoureuses n'ont pas confirmé ces spéculations. Il s'agit bien d'humains, et la majorité des différences s'expliquent par la plasticité des os en bas âge. Pourtant, le mystère ne disparaît pas totalement, car si l'on admet que la déformation est culturelle, il reste à comprendre pourquoi elle fut poussée à ce point, pourquoi ce signe fut jugé essentiel au sein de la société Paracas. Était-ce un moyen de distinguer les lignées dirigeantes, une marque de prestige, une tentative de s'identifier aux ancêtres mythiques ? Le visage humain, transformé par ces pratiques, devenait une icône vivante, une frontière franchie entre l'humain ordinaire et l'être sacré.
Le désert où reposaient ces sépultures ajoute à la sensation d'étrangeté. Les tombes, creusées dans le sable et la roche, contenaient des momies enveloppées de décors de textiles somptueux, conservés par la sécheresse extrême. Ces tissus, richement décorés, sont parmi les plus beaux de l'art précolombien. Couleurs éclatantes, motifs complexes représentant des êtres hybrides, mi-hommes, mi-animaux ou des figures surnaturelles. On devine une cosmologie dense où les frontières entre le monde des vivants et celui des esprits étaient poreuses. Les crânes allongés dans ce contexte apparaissent comme le prolongement de cette vision, des corps transformés pour refléter un ordre symbolique plus vaste. Dans d'autres parties du monde, la pratique de la déformation crânienne existait aussi. Chez les Mayas, chez certains peuples andins, mais aussi en Afrique, en Asie centrale et même en Europe. Partout, elle semble avoir signifié appartenance et distinction. Mais à Paracas, l'ampleur du phénomène et la richesse des contextes funéraires renforcent l'impression d'un culte singulier. La péninsule devient ainsi un lieu où l'identité humaine se modifiait dès la naissance, où le corps était façonné comme un texte, inscrit dans une tradition qui dépassait l'individu. Les visiteurs modernes, en contemplant ces crânes, ressentent souvent un malaise. Leur forme, si éloignée de nos normes, semble inhumaine, étrangère. Ce malaise en dit plus sur nous que sur eux. Il rappelle combien notre perception de l'humanité repose sur des traits familiers, combien toute altération de ces formes ébranle notre certitude. Les Paracas avaient fait de cette altération une norme sacrée, un idéal. Là où nous voyons étrangeté, ils voyaient peut-être beauté, pouvoir, connexion avec le divin. Certains crânes portent encore des traces de blessures ou de pratiques médicales. On a découvert des exemples de trépanation, où une partie de l'os était découpée pour soigner ou pour accomplir un rite. La combinaison de la déformation et de la chirurgie crânienne suggère une connaissance du corps et une relation au sacré qui nous échappe. Était-ce un moyen d'ouvrir symboliquement le crâne à l'esprit, une tentative de guérison ou une initiation? Ces marques ajoutent au mystère de la culture Paracas, où le corps était à la fois un support biologique et une toile rituelle. Aujourd'hui, les crânes de Paracas reposent dans des musées, protégés mais toujours énigmatiques. Leur silence nous renvoie à la distance entre notre monde et celui d'il y a 2 millénaires. Ils témoignent d'un peuple qui voyait l'humain non comme une donnée fixe, mais comme une matière à modeler, à transformer, à inscrire dans une vision plus grande. Sous le vent du désert, la péninsule de Paracas garde encore ses secrets. Les tombes mises au jour ne représentent peut-être qu'une fraction de ce qui dort sous le sable. Chaque crâne exhumé ajoute une question. Quelle histoire personnelle, quelle lignée, quelle croyance s'incarne dans ces formes étirées? Et que nous disent-elles, sinon que l'humanité, partout et toujours, cherche à dépasser ses limites, à inscrire son corps dans un horizon plus vaste que le quotidien? Dans la lumière blanche du Pacifique, les visages allongés de Paracas paraissent encore nous se regarder. Non pas comme des reliques étranges, mais comme des témoins d'une autre manière de penser le monde. Leur étrangeté est une invitation à suspendre nos jugements, à imaginer un univers où l'humain se redessine selon des symboles oubliés. Un univers où la mémoire des ancêtres se portait jusque dans la forme même du crâne, comme si l'identité pouvait se graver dans la chair et l'os pour traverser le temps et parler encore, au-delà du sable et du silence. Dans la plaine du Wiltshire, au sud de l'Angleterre, s'élève un cercle de pierre dont la silhouette est connue dans le monde entier. Stonehenge, avec ses blocs massifs dressés vers le ciel, semble à la fois familier et insaisissable. Chaque voyageur qui l'approche ressent une étrange ambivalence, la certitude d'être en présence d'un monument majeur de l'humanité et, en même temps, l'impression que son sens se dérobe. Car malgré des siècles d'études, Stonehenge demeure une énigme, un sanctuaire dont la fonction échappe encore à toute explication définitive. Les pierres qui le composent se divisent en 2 catégories. Les plus grandes, appelées sarsans, atteignent jusqu'à 9 mètres de hauteur et pèsent parfois plus de 20 tonnes. Elles forment un cercle extérieur et des trilithes, 2 blocs verticaux surmontés d'un linteau, qui confèrent au site son allure monumentale. À l'intérieur des pierres plus petites, les fameuses pierres bleues, extraites à plus de 200 km, dessinent d'autres tombes, d'autres cercles et arcs. L'ensemble fut construit par étapes, entre 3000 et 1500 avant, jour après jour, ce qui signifie que plusieurs générations se sont relayées pour édifier et transformer ce lieu. La première question est technique. Comment ces peuples préhistoriques ont-ils transporté et dressé de tels blocs? Les Sarsans
issus de carrières locales, ont sans doute été déplacés par des traîneaux de bois et des systèmes de levage rudimentaires mobilisant des centaines d'hommes. Mais les pierres bleues, venues du pays de Galles, posent une énigme plus grande encore. Comment transporter sur près de 200 km des blocs pesant plusieurs tonnes à travers des rivières, des collines et des marécages? Les hypothèses évoquent des traîneaux, des radeaux, des rouleaux ou même des glaciers ayant déplacé les pierres bien avant leur utilisation. Pourtant, la précision de leur agencement suggère une volonté consciente et une logistique impressionnante. Mais au-delà de la prouesse technique, c'est la fonction du site qui fascine. Pourquoi ériger un tel monument au cœur de la plaine? L'une des hypothèses majeures concerne l'astronomie. De nombreux alignements montrent que Stonehenge est orienté vers les solstices. Au lever du soleil du solstice d'été, ces rayons passent précisément entre certaines pierres, illuminant l'axe central. Inversement, au solstice d'hiver, le soleil couchant s'aligne également avec le monument. Stonehenge aurait ainsi servi de calendrier géant, permettant de marquer les cycles solaires essentiels à l'agriculture et à la vie des communautés. Pourtant, réduire le lieu à un simple observatoire astronomique semble insuffisant. L'expérience du site va bien au-delà d'un calcul pratique. Stonehenge possède une dimension symbolique, spirituelle, qui dépasse l'utilité. Il apparaît comme un théâtre de cérémonie, un espace où le mouvement du soleil, de la lune et des étoiles était mis en scène dans une architecture de pierre. Le ciel et la terre s'y rejoignaient, inscrivant le rythme cosmique dans la mémoire collective. Les fouilles révèlent aussi un lien avec la mort. Autour du cercle, on a découvert des tumulus funéraires contenant les restes incinérés de centaines d'individus. Stonehenge aurait donc été un cimetière sacré, un lieu de passage où l'on célébrait les morts. L'association des alignements solaires et des sépultures suggère que le monument incarnait le cycle de la vie et de la mort, reliant les ancêtres au mouvement éternel du cosmos. Certains chercheurs voient en lui une sorte de porte symbolique où les vivants entraient en contact avec les esprits des disparus, où l'ordre céleste donnait sens au destin humain. Ce lien entre cosmologie et mort trouve un écho dans d'autres sites contemporains, comme Newgrange en Irlande, où la lumière du solstice illumine une tombe monumentale. Partout en Europe, les premiers rebâtisseurs ont cherché à lier leur mort au soleil, inscrivant le passage des âmes dans les rythmes immuables de la nature. Stonehenge, cependant, se distingue par sa taille, sa complexité et par la précision avec laquelle il orchestre ses correspondances. D'autres hypothèses plus récentes évoquent un rôle de guérison. Les pierres bleues du pays de Galles étaient associées, dans les traditions, à des vertus médicinales. Leur transport jusqu'à Stonehenge pourrait refléter une volonté de bâtir un sanctuaire thérapeutique, un lieu où l'on venait chercher la santé et la régénération. Des traces d'individus souffrant de maladies ou de handicap ont en effet été retrouvées parmi les sépultures. Ainsi, Stonehenge aurait pu être un lieu de pèlerinage, un centre où l'on se rassemblait non seulement pour honorer les morts, mais aussi pour tenter de guérir les vivants. Quoi qu'il en soit, Stonehenge semble avoir été un centre rituel majeur, attirant des foules venues de toute la Grande-Bretagne. Les fouilles archéologiques ont mis en évidence d'immenses festins organisés autour du site. Des ossements d'animaux, principalement des porcs et des bovins, témoignent de rassemblements massifs. Ces animaux avaient parfois été amenés de régions lointaines, signe que Stonehenge était un point de convergence. On y venait pour participer à des cérémonies collectives, pour partager la nourriture, pour célébrer ensemble un lien qui dépassait les communautés locales. La construction en plusieurs phases reflète aussi l'évolution des croyances. Le premier cercle, en bois et en terre, fut progressivement remplacé par des pierres de plus en plus grandes et imposantes. Ce passage du périssable au durable illustre peut-être une volonté de donner une permanence au rite, de graver dans la pierre ce qui n'était auparavant qu'éphémère. Chaque génération aurait ainsi ajouté sa contribution, inscrivant son identité dans un monument collectif qui transcendait dans le temps. L'énigme de Stonehenge tient aussi à son isolement relatif. La plaine où il se dresse, vaste et ouverte, n'offre pas de repères naturels évidents. Pourtant, c'est là, au cœur d'un paysage presque vide, que l'on a choisi d'élever ce cercle sacré. Ce choix pourrait refléter une volonté délibérée, créer un espace à part, un sanctuaire au milieu du vide, où l'attention se concentrait sur le ciel et sur la pierre. La solitude du lieu, aujourd'hui encore, participe à l'impression d'entrer dans une autre dimension, hors du temps ordinaire. Les pierres, avec leur masse et leur silence, semblent se garder un langage perdu.
Chacune porte les marques du travail humain, mais leur assemblage compose une architecture qui dépasse la somme de ces éléments. On devine une intention, une pensée structurée, mais elle demeure hors de portée. Les mythes anciens, transmis bien après l'abandon du site, parlent de géants qui auraient transporté les pierres ou du magicien Merlin qui les aurait disposées par ses enchantements. Ces récits, certes légendaires, rappellent que même pour les générations ultérieures, Stonehenge restait un mystère, un héritage incompris. Aujourd'hui encore, il garde cette aura. Les visiteurs marchent autour du cercle, contemplent les trilithes dressés, ressentent le poids du temps. Mais aucune explication ne peut réduire l'étrangeté de l'expérience. Stonehenge n'est pas seulement un monument, c'est une rencontre avec une question ancienne, une présence qui échappe. Son silence est plus éloquent que n'importe quelle théorie. Au lever du solstice d'été, quand les rayons du soleil traversent l'axe des pierres, des milliers de personnes se rassemblent encore, comme autrefois. Le moment suspendu, quand la lumière caresse les blocs et que l'ombre se retire, redonne au site son rôle initial. Celui d'un théâtre cosmique où la nature et l'homme dialoguent à travers la pierre. Ce geste répété depuis des millénaires rappelle que Stonehenge demeure vivant, non pas comme une ruine, mais comme une énigme active, qui continue de parler à ceux qui s'y tiennent. Dans la plaine du Wiltshire, les pierres se dressent toujours, immobiles sous les nuages changeants. Leur cercle, brisé mais intact dans son intention, nous regarde autant que nous le regardons. Stonehenge n'offre pas de réponse, mais il impose une question. Pourquoi des hommes si anciens ont-ils consacré tant d'efforts à élever un cercle de pierre ? Et pourquoi, des siècles plus tard, nous restons là, fascinés, à chercher dans leurs blocs silencieux un sens que le temps a effacé ? En 1901, au large de la petite île grecque d'Anticythère, des plongeurs à l'éponge découvrirent dans les restes d'une épave antique, brisée et ensevelie sous des siècles de sédiments. Parmi les statues de bronze, les amphores et les fragments de navires, un objet couvert de concrétion attira l'attention. Une masse de métal corrodée, apparemment insignifiante. Ce n'était que bien plus tard, lorsqu'on entreprit de l'étudier, que l'on comprit sa singularité. Car derrière la rouille se cachait un mécanisme d'une complexité inimaginable pour l'Antiquité. Un assemblage d'engrenages de bronze finement taillés, capable de reproduire les mouvements du ciel. Baptisé la machine d'Anticythère, cet artefact est aujourd'hui considéré comme le premier ordinateur analogique de l'histoire, daté du IIe siècle avant temps. J.C. Il pouvait prédire les éclipses, suivre les cycles lunaires et solaires, calculer les positions des planètes connues et peut-être même servir à planifier les Jeux olympiques. Sa sophistication bouleverse notre vision du savoir antique. Nul ne pensait que des mécanismes d'une telle précision existèrent alors. Le cœur de l'énigme réside dans ces engrenages. Plus de 30 roues dentées, emboîtées avec une finesse extrême, actionnées par des cadrans et des aiguilles. Chaque rotation correspondait à un cycle céleste. L'orbite de la Lune, la marche du Soleil, le rythme des planètes. Ce système permettait de représenter l'ordre du cosmos par un simple mouvement de manivelle. À travers ce dispositif, l'univers devenait une mécanique et l'homme pouvait anticiper les grands rendez-vous célestes. La question demeure, qui a conçu un tel instrument et pourquoi ? Les hypothèses conduisent vers les écoles savantes de la Grèce hellénistique, peut-être autour de Rhodes, où vivaient Noé des astronomes et des mécaniciens de génie. On évoque Hipparque, célèbre pour ses travaux sur la précession des équinoxes, ou encore Archimède, dont les inventions auraient donc pu inspirer un tel mécanisme. Mais aucun texte antique ne décrit directement un instrument aussi avancé. Seuls des fragments de récits, mentionnant des sphères mécaniques ou des globes animés, laissent-on deviner que certains savants possédaient des savoirs oubliés. La machine d'Anticythère nous trouble car elle surgit comme un isolat. Aucun autre exemplaire, aucune continuité technologique claire n'existe. Elle semble apparaître soudainement, puis disparaître sans laisser de descendance. Comment expliquer une telle prouesse technique sans trace de transmission ? S'agit-il d'un chef-d'œuvre unique produit par un atelier secret, perdu dans le naufrage, ou bien d'un savoir plus répandu dont la plupart des vestiges auraient été détruits par le temps ? Le silence des archives amplifie le mystère. Les chercheurs qui ont étudié le mécanisme grâce aux radiographies modernes furent frappés par la précision des engrenages. Les dents, taillées à la main, atteignent une régularité que l'on n'attendrait pas avant les horloges médiévales, 1000 ans plus tard. Chaque roue participe à un enchaînement subtil, traduisant en langage mécanique la géométrie céleste. À travers cette invention, on perçoit une vision du monde.
l'univers comme un ordre réglé, une horloge cosmique dont les dieux eux-mêmes auraient confié les secrets aux hommes. Le boîtier contenait aussi des inscriptions, à moitié effacées, qui servaient de manuel d'utilisation. Elles indiquaient les cycles, les repères, les fonctions du mécanisme. Ces textes révèlent que l'objet n'était pas seulement un jouet savant, mais un outil pratique, destiné à être consulté, manipulé, utilisé dans des contextes précis. Peut-être servait-il aux navigateurs pour anticiper les éclipses, ou aux prêtres pour déterminer les dates rituelles. Peut-être était-ce un instrument de prestige, réservé à une élite cultivée, reflet d'un savoir que l'on exhibait comme un trésor. Sa présence dans une épave ajoute à son aura mystérieuse. Le navire transportait des statues et des biens précieux, sans doute destinés à Rome. Était-ce un cadeau diplomatique, une marchandise destinée à un collectionneur, ou bien l'instrument personnel d'un savant voyageur? On ignore pourquoi la machine s'est retrouvée là, engloutie avec le reste. Le hasard seul l'a préservée, permettant que ce fragment surgisse à notre époque. Sans ce naufrage, l'histoire n'aurait jamais connu cette fenêtre sur un savoir oublié. Le plus troublant est sans doute l'écart entre ce que la machine révèle et ce que nous pensions savoir. L'Antiquité nous a laissé des temples, des statues, des écrits philosophiques. Nous savions qu'elle possédait une science astronomique avancée, des mathématiques raffinées. Mais un mécanisme de cette nature va plus loin. Il suppose des ateliers capables de produire des engrenages miniaturisés, des artisans formés à des techniques de précision, une culture matérielle dont aucun autre vestige n'a survécu. Cela signifie qu'une part entière du savoir antique nous échappe, engloutie comme l'épave qui l'a portée. Les chercheurs modernes continuent de reconstituer la machine grâce à des images en 3 dimensions. Chaque nouvelle étude révèle des subtilités insoupçonnées, des cadrans doubles, des engrenages dédiés aux mouvements irréguliers de la Lune, des ajustements qui traduisent une compréhension profonde de l'astronomie. Plus l'on progresse, plus l'on réalise que ce mécanisme n'était pas une curiosité, mais un chef-d'œuvre conçu avec une intention claire et une vision globale. Face à cet objet, une question persiste. Pourquoi une telle invention n'a-t-elle pas transformé le monde antique ? Pourquoi n'a-t-elle pas conduit à une révolution mécanique, à une ère des machines bien avant la nôtre ? Peut-être parce que ce savoir était trop rare, confiné à quelques ateliers isolés. Peut-être aussi parce que la culture antique privilégiait le prestige et le sacré, plutôt que la diffusion technique. Ce qui était possible ne devint pas nécessaire. Ainsi, la machine d'Anticythère demeure comme une promesse non tenue, une lueur d'un futur avorté. Pour les esprits modernes, habitués à tracer une ligne continue entre progrès et technologie, cet artefact est un rappel dérangeant. L'histoire n'avance pas toujours en ligne droite. Des savoirs peuvent-ils surgir, briller, puis disparaître. Des civilisations peuvent inventer, puis oublier. La machine d'Anticythère incarne cette fragilité de la mémoire humaine, cette capacité à produire l'extraordinaire, puis à le laisser s'éteindre. Aujourd'hui, exposée derrière une vitre au musée d'Athènes, elle n'est plus qu'un fragment corrodé, brisé en morceaux, mais son essence échappe à la rouille. Elle nous parle d'un univers où le cosmos pouvait être tenu dans une boîte de bronze, où les cycles éternels des astres pouvaient être manipulés par une main humaine. Elle nous parle aussi d'un savoir perdu, d'un gouffre entre ce qui a existé et ce qui nous est parvenu. Et lorsque l'on contemple ces engrenages silencieux, on imagine le geste de celui qui, il y a plus de 2000 ans, tourna la manivelle pour voir le monde s'animer. Le ciel se reflétait alors dans le métal, les astres avançaient sur les cadrans et l'univers devenait un mécanisme que l'homme pouvait comprendre. Ce geste disparu reste suspendu dans le temps, comme un secret trop fragile pour traverser les siècles. Au nord de la vallée de Mexico, une vaste plaine porte encore l'empreinte d'une cité dont le nom seul semble vibrer d'étrangeté. Teotihuacan, le lieu où les dieux sont nés, s'étendait autrefois sur plus de 20 km² et abritait à son apogée près de 200 000 habitants. C'était l'une des plus grandes cités du monde antique, contemporaine de Rome et d'Alexandrie, mais son origine, sa langue et même son peuple fondateur demeurent inconnus. Tout ce qui nous reste est une architecture silencieuse, pyramides colossales, avenues monumentales, temples et peintures murales. La cité respire encore, mais ses habitants se sont effacés. Au cœur du site se dresse la gigantesque pyramide du Soleil. Haute de 65 mètres, large de 220, elle domine l'ensemble comme une montagne taillée par la main humaine. Sa construction, commencée il y a près de 2000 ans, mobilisa des millions de blocs de pierre et de terre.
Face à elle, plus petite mais tout aussi imposante, s'élève la pyramide de la Lune, tournée vers les collines sacrées de l'horizon. Entre les deux, une large voie de rectiligne s'étire. L'avenue des morts, bordée de temples et de palais. Chaque pas dans cette cité est comme une marche dans un théâtre cosmique où la pierre organisait le rapport entre l'homme et le divin. Mais qui bâtit Teotihuacan ? Aucun texte, aucun récit direct n'a survécu. Lorsque les Aztèques, plusieurs siècles plus tard, découvrirent la cité abandonnée, ils la baptisèrent Teotihuacan, persuadés qu'elle avait été érigée par les dieux eux-mêmes. Ils en firent un lieu sacré, centre de pèlerinage et de légende. Pour eux, c'est là que le soleil avait pris naissance, là que le monde avait été renouvelé. Mais l'identité des bâtisseurs originels demeure une énigme. Certains chercheurs suggèrent que la cité fut fondée par des peuples venus du sud, peut-être héritiers de traditions olmèques. D'autres y voient le produit d'une fédération multiethnique, un creuset de cultures diverses attirées par la fertilité de la vallée. Les fresques découvertes témoignent de styles variés, comme si plusieurs peuples avaient contribué à son rayonnement. Mais aucun ne s'est nommé, aucun n'a laissé d'écriture. La langue parlée dans ces rues est perdue. La grandeur de Teotihuacan ne se limite pas à ses pyramides. Les fouilles ont révélé un urbanisme élaboré. Des quartiers résidentiels, des ateliers, des marchés, des canaux. Les rues étaient organisées selon une grille rigoureuse, orientée par rapport au mouvement céleste. La cité n'était pas seulement un lieu de vie, mais une image du cosmos, un ordre terrestre reflétant un ordre céleste. Chaque bâtiment, chaque orientation semblait participer à une chorégraphie plus vaste, reliant les habitants au rythme de l'univers. Les peintures murales, préservées dans certains palais, montrent des images d'une intensité symbolique, des dieux ailés, des jaguars crachant des flammes, des processions de prêtres, des offrandes de sang et de fleurs. Elles révèlent une religion foisonnante, centrée sur le sacrifice, la fertilité, le renouvellement cosmique. Le feu, l'eau, le sang et le soleil y jouent un rôle constant. Pourtant, ces fresques ne racontent pas d'histoire continue, elles n'expliquent pas, elles offrent des fragments, des visions, qui laissent deviner un univers spirituel complexe, mais dont les clés se sont perdues. La pyramide du soleil elle-même cache un mystère. Sous sa masse colossale, des tunnels et des grottes artificielles ont été découverts. Ces passages souterrains semblent avoir servi à des rituels liés à la fertilité et au cycle de la vie. La grotte centrale, peut-être considérée comme l'ombilic de la Terre, symbolisait la matrice d'où naissent les mondes. Ainsi, la pyramide n'était pas seulement un monument extérieur, mais un double tourné vers les profondeurs. Elle reliait le ciel, la surface et le sous-sol dans un même axe sacré. Un autre mystère entoure la chute de Teotihuacan. Vers le 7e siècle, la cité fut abandonnée, ses palais incendiés, ses temples désertés. Les causes de ce déclin restent incertaines. Certains évoquent des révoltes internes, peut-être contre une élite religieuse oppressive. D'autres parlent de sécheresse prolongée, de famine, de pression extérieure, mais aucune réponse ne s'impose. Ce que l'on sait, c'est que la ville, jadis rayonnante, s'éteignit brusquement, laissant ses pyramides intactes mais vides, comme des coquilles. Le silence qui suivit fut si total que lorsque les Aztèques découvrirent Teotihuacan, ils ne purent que l'enrober de mythes. Pour eux, ces avenues n'avaient jamais été humaines. Elles étaient le théâtre où les dieux avaient façonné le monde. Ils venaient y accomplir des offrandes, rallumer le feu sacré, participer à la mémoire d'une origine cosmique. Ce glissement du réel vers le mythe montre combien la cité elle-même semblait faite pour cela, pour inspirer le vertige, pour effacer les frontières entre l'histoire et la légende. L'organisation de la ville renforce cette impression. L'avenue des Morts, longue de plusieurs kilomètres, semble avoir été conçue comme une mise en scène de la procession rituelle. Chaque marche entre les pyramides était une avancée symbolique, un passage entre la vie et la mort, entre l'humain et le divin. Les bâtisseurs n'ont pas seulement édifié une cité, ils ont façonné une cosmogonie de pierre, un univers où chaque geste quotidien s'inscrivait dans une dramaturgie sacrée. Les fouilles récentes ont révélé encore des surprises. Sous la pyramide de la Lune, on a découvert des tombes contenant des sacrifices humains, des offrandes d'animaux, des objets très précieux. Ces dépôts, volontairement enfouis, suggèrent que les pyramides étaient autant des temples que des sépultures, des portes vers l'au-delà. Dans les tunnels souterrains, des traces de mercure liquide et de pierres brillantes ont été retrouvées, comme si l'on avait voulu recréer un monde souterrain étincelant, miroir de l'univers invisible. Ces découvertes renforcent l'idée que Teotihuacan était une ville de symboles, une architecture de mythe.
Rien n'y était arbitraire. Chaque orientation, chaque offrande, chaque sacrifice participait à un langage rituel. Mais comme ce langage n'a pas été écrit, il ne nous reste que des fragments. Nous pouvons mesurer, analyser, comparer, mais le sens profond se dérobe, comme une langue dont on entend la musique sans en saisir les mots. Aujourd'hui, Teotihuacan attire encore des foules. Les visiteurs gravissent les marches de la pyramide du soleil, contemplent la vallée, sentent le souffle ancien qui persiste. Beaucoup disent éprouver une énergie singulière, comme si la cité continuait de rayonner. Les pierres n'ont pas perdu leur pouvoir d'émerveillement. Elles demeurent comme un appel, une invitation à se souvenir que l'humanité, bien avant l'écriture et la modernité, savait déjà ériger des mondes symboliques, capables de survivre à leur propre créateur. Teotihuacan n'est pas seulement une ruine, c'est une énigme intacte, une cité sans fondateur connu, sans langue préservée, mais dont les pierres parlent encore. Elle raconte la grandeur d'une civilisation qui voulait inscrire dans l'espace terrestre le mouvement du cosmos. Elle raconte aussi l'oubli, la fragilité de la mémoire humaine, l'effacement soudain d'une société qui fut parmi les plus puissantes de son temps. Et lorsque le soleil couchant illumine les marches de la pyramide, on comprend peut-être ce que ressentaient ceux qui bâtirent dans ce lieu. La conviction que l'homme pouvait se tenir au centre du monde, entre ciel et terre, entouré de dieux invisibles. Teotihuacan demeure ainsi une question ouverte, un silence monumental au cœur de la vallée, un rappel que certaines cités ne meurent à jamais vraiment, mais continuent de veiller comme des rêves figés dans la pierre. Sur le plateau de Gizeh, aux portes du désert égyptien, se dressent nos 3 géants de pierre dont la silhouette domine l'horizon depuis près de 5 millénaires. La grande pyramide de Khéops, flanquée de celles de Khéphren et de Mykérinos, demeure l'une des constructions les plus énigmatiques de l'humanité. Ces masses colossales, dressées sous le soleil implacable de la vallée du Nil, ont résisté aux invasions, aux tremblements du temps, au vent du désert. Elles continuent d'imposer une question. Comment, et surtout pourquoi, les hommes d'il y a 4500 ans ont-ils édifié de tels monuments, d'une précision qui défie encore nos certitudes? La grande pyramide mesure à son origine 146 mètres de hauteur. Chaque bloc, pesant de 2 à 70 tonnes, fut extrait, transporté et ajusté avec une exactitude telle que ses faces s'alignent presque parfaitement avec les points cardinaux. Environ 2 millions de blocs composent donc l'édifice, assemblé sans mortier, si précisément ajusté qu'une lame de couteau peine à se glisser entre eux. À l'intérieur, un réseau de couloirs, de chambres et de galeries forme un plan complexe qui semble autant symbolique que fonctionnel. La version officielle de l'histoire attribue ces pyramides aux pharaons de la 4e dynastie, tombe monumentale destinée à garantir leur passage dans l'au-delà. Les textes funéraires et les croyances égyptiennes confirment l'importance de l'architecture dans le voyage des rois vers l'immortalité. Mais l'ampleur de ces constructions, la précision des alignements, les connaissances nécessaires en mathématiques et en astronomie laissent flotter une impression de mystère. Car au-delà de la fonction funéraire, les pyramides paraissent incarner une vision cosmique, un dialogue entre la terre et le ciel. La grande pyramide, en particulier, intrigue par ses proportions. Son rapport entre hauteur et périmètre reflète presque exactement le nombre pi. Sa forme, si l'on prolonge ses lignes, reproduit les proportions de la planète Terre. Ses couloirs sont alignés avec les étoiles de la constellation d'Orion et l'étoile polaire de l'époque. Tout cela semble indiquer une connaissance du cosmos plus profonde que ce que l'on attribue habituellement à l'Égypte ancienne. Était-ce un hasard, une convergence de symboles ou le signe d'un savoir scientifique avancé? Le chantier lui-même demeure une énigme logistique. Comment déplacer et ériger des blocs de plusieurs tonnes sans roues ni fer? Les hypothèses se succèdent, rampes de terre gigantesques, systèmes de contrepoids, leviers, traîneaux arrosés d'eau pour réduire la friction. Aucune explication ne s'impose définitivement, et chaque théorie soulève ses propres contradictions. Le mystère ne réside pas seulement dans la technique, mais dans l'organisation sociale nécessaire. Il fallut mobiliser des dizaines de milliers d'ouvriers, nourrir, loger et coordonner ces foules sur des décennies. Une telle entreprise suppose une structure politique et religieuse puissante, capable de concentrer l'énergie d'un peuple entier dans une œuvre commune. Pour les Égyptiens, la pyramide était plus qu'un tombeau. C'était une montagne sacrée, une échelle de pierre reliant le monde terrestre au ciel des dieux. Sa forme évoquait le rayon de soleil qui descend vers la terre. Le pharaon, en y reposant, devenait lui-même un astre rejoignant Ré dans sa course éternelle.
Ainsi, chaque bloc de pierre était une prière pétrifiée, chaque alignement une correspondance entre l'ordre cosmique et l'ordre humain. Les couloirs intérieurs renforcent cette symbolique. La grande galerie, haute et étroite, conduit à la chambre du roi, où repose un sarcophage de granit massif. Mais l'absence de décoration, de hiéroglyphes, surprend. Là où d'autres tombes regorgent de textes et d'images, la grande pyramide demeure presque nue, comme si son langage n'était pas celui de l'image, mais de la géométrie et de la pierre. Les conduitions qui partent de certaines chambres et s'ouvrent vers le ciel renforcent cette idée. Ils n'étaient pas des systèmes de ventilation, mais des couloirs symboliques, permettant à l'âme du roi de rejoindre les étoiles. À côté de la pyramide, le sphinx garde le plateau. Mi-lion, mi-homme, il semble veiller depuis toujours, tourné vers l'est, vers le soleil levant. Son origine est tout aussi mystérieuse. Sculpté dans le roc, il porte la marque de restauration multiples, et certains chercheurs avancent qu'il pourrait être bien plus ancien que les pyramides elles-mêmes. Ses traits humains, érodés par le temps, demeurent impassibles, comme s'il concentrait dans un regard unique la mémoire de toute la plaine. Au fil des siècles, les pyramides ont suscité les interprétations les plus diverses. Pour les Grecs anciens, elles étaient des merveilles du monde, témoins d'un savoir inégalé. Pour les voyageurs médiévaux, elles étaient des greniers de Joseph ou des temples mystérieux. Dans les imaginaires modernes, elles sont devenues le symbole de l'énigme même, parfois attribuées à des civilisations disparues, voire à des visiteurs d'ailleurs. Ce foisonnement de théories, souvent extravagantes, traduit une réalité. Les pyramides dépassent toujours nos explications rationnelles. Elles suscitent un vertige que ni l'archéologie ni l'histoire ne dissipent entièrement. Mais le véritable mystère n'est pas seulement technique ou symbolique. Il réside dans l'impression que les pyramides dégagent. En se tenant au pied de Khéops, on ressent une présence qui transcende le temps. Les blocs empilés paraissent indestructibles, comme si la pierre elle-même avait absorbé l'éternité. Le ciel du désert s'étend au-dessus, immuable, et l'on comprend que ces monuments furent conçus pour durer, pour traverser les millénaires comme des astres figés. Les Égyptiens voulaient vaincre l'oubli, et en cela, ils ont réussi. Leur voix résonne encore dans le silence des pierres. Les fouilles modernes continuent d'explorer ces monuments. Des cavités inconnues ont récemment été détectées par imagerie muonique, révélant qu'il reste encore des espaces secrets, inaccessibles. La grande pyramide, que l'on croyait entièrement explorée, cache donc encore des chambres dont on ignore la fonction. Chaque découverte ranime l'énigme, comme si les bâtisseurs avaient voulu laisser à la postérité un jeu de pistes infinies, une architecture dont tous les secrets ne seraient jamais dévoilés. La nuit, quand le désert s'assombrit et que les étoiles apparaissent, le plateau de Gizeh reprend son visage originel. Les pyramides se dressent comme des montagnes noires, alignées avec Orion et Sirius. On imagine les prêtres anciens observant le ciel, récitant leurs hymnes reliant les constellations aux couloirs de pierre. L'univers semblait alors unifié. Le pharaon, la pyramide, les étoiles formaient une même trame, un même destin. Aujourd'hui encore, ces monuments gardent leur pouvoir. Ils ne sont pas seulement des ruines, mais des présences. Ils nous parlent d'un peuple qui voulut défier la mort, inscrire son roi dans l'éternité, bâtir une architecture qui fut un cosmos miniature. Mais ils nous rappellent aussi nos limites, car malgré des siècles d'études, une part de leur sens nous échappe toujours. Ainsi, les pyramides de Gizeh ne sont pas seulement des vestiges de l'Égypte ancienne, elles sont un miroir tendu à l'humanité. Elles révèlent notre désir de durer, notre peur de l'oubli, notre fascination pour l'ordre caché du monde. Elles demeurent, immuables, entre ciel et sable, comme une énigme que le temps n'a pas résolue et que peut-être il ne résoudra jamais. Au bord de la mer Morte, dans le désert de Judée, les falaises de calcaire dominent un paysage de silence et de lumière blanche. Entre ces collines arides et ces grottes ouvertes dans la roche, un berger bédouin fit, en 1947, une découverte qui allait bouleverser l'archéologie biblique. En cherchant une chèvre égarée, il lança une pierre dans une cavité et entendit le fracas de jarres brisées. À l'intérieur, il trouva des rouleaux de cuir, enroulés depuis des siècles, couverts d'écritures anciennes. Ces manuscrits, bientôt appelés les manuscrits de la mer Morte, allaient révéler un fragment oublié du judaïsme antique, un miroir brisé de la pensée religieuse d'il y a plus de 2000 ans. Plus de 900 documents furent découverts dans une dizaine de grottes près de Qumran. Certains sont entiers, d'autres fragmentaires, réduits à de petits morceaux jaunis. Leur contenu est varié, des copies de textes bibliques, des prières, des règles communautaires, des hymnes, des commentaires, des visions apocalyptiques.
On y retrouve presque tous les livres de l'Ancien Testament, parfois dans des versions légèrement différentes de celles que nous connaissons. À côté de ces textes sacrés apparaissent des écrits propres à une communauté mystérieuse, qui vivait à l'écart du monde dans le désert. Cette communauté est souvent identifiée aux Esséniens, un groupe juif ascétique décrit par les auteurs antiques. Ils auraient mené une vie austère, vouée à la pureté et à l'attente de la fin des temps. Les règles découvertes dans les rouleaux confirment cette discipline stricte, repas communautaires, ablutions rituelles, exclusion de ceux qui enfreignent les lois. Les manuscrits décrivent aussi une guerre cosmique entre les fils de la lumière et les fils des ténèbres, annonçant un combat final qui devait rétablir l'ordre divin. À travers ces écrits, on perçoit une ferveur brûlante, une attente tendue vers un futur eschatologique. Mais l'énigme est multiple. Qui étaient exactement les auteurs de ces textes? Pourquoi les ont-ils cachés dans les grottes? Les jarres qui contenaient les rouleaux semblent avoir été déposés à la hâte, comme si l'on voulait préserver ces trésors d'une destruction imminente. Peut-être fuyaient-ils l'avancée des légions romaines, qui écrasèrent la révolte juive au 1er siècle de notre ère. Peut-être craignaient-ils de voir leurs écrits interdits, effacés, et ont-ils choisi de les confier au désert. Leur geste fut efficace. Le sable et la sécheresse conservèrent ces manuscrits pendant près de 2 millénaires, jusqu'à ce qu'un hasard les ramène à la lumière. Leur découverte changea notre vision des origines du judaïsme et du christianisme. Car ces textes montrent que, dans les premiers siècles de notre ère, la pensée religieuse était foisonnante, diverse, parfois contradictoire. Plusieurs courants coexistaient en pharisiens, sadducéens, esséniens, chacun avec sa lecture de la loi et sa vision du salut. Les manuscrits de Qumran révèlent un judaïsme en mouvement, traversé par des attentes messianiques, hanté par l'idée d'un monde à refonder. Certains passages ont intrigué par leur proximité avec le langage chrétien. On y parle d'un maître de justice, figure mystérieuse, persécutée mais exaltée par sa communauté. Certains chercheurs ont vu en lui une préfiguration du Christ. D'autres y lisent dans le portrait d'un chef essénien charismatique dont le souvenir fut sacralisé. Quoi qu'il en soit, les manuscrits montrent que l'attente d'un sauveur, d'un messie, n'était pas isolée, mais profondément enracinée dans l'époque. Ils éclairent ainsi le contexte dans lequel le christianisme naquit, tout en soulignant combien il fut nourri par une mosaïque de traditions. Pourtant, les rouleaux ne livrent pas tout. Beaucoup sont endommagés, brisés en fragments minuscules. Leur déchiffrement est un travail patient, comparable à la reconstruction d'un puzzle dont les pièces manquent. Des décennies furent nécessaires pour transcrire, traduire, comparer, et malgré cela, des zones d'ombre persistent. Certains textes sont illisibles, d'autres trop fragmentaires pour qu'on en comprenne le sens. Ce qui nous parvient est une voix brisée, un écho partiel, qui laisse deviner plus qu'il ne révèle. Les grottes elles-mêmes participent à l'étrangeté. Creusées dans la falaise, elles s'ouvrent sur le désert comme des bouches noires. On imagine les scribes déposant les jarres dans la pénombre, priant peut-être que leurs mots survivent. Ces cavernes sont devenues des tombeaux de mémoire, où les rouleaux ont dormi dans le silence absolu. Entrer dans ces lieux aujourd'hui, c'est ressentir le poids de ce geste ancien. Cacher pour préserver, confier à la pierre et au sable le soin de porter une parole à travers les siècles. Les manuscrits de la mer morte sont aussi le théâtre de rivalités modernes. Leur publication fut longtemps lente, contrôlée par un cercle restreint de chercheurs. Des controverses éclatèrent sur l'accès aux textes, sur leur interprétation, sur les enjeux religieux et politiques qu'ils impliquent. Car ces rouleaux touchent au cœur des traditions bibliques, et chaque nuance peut ébranler des dogmes anciens. Encore aujourd'hui, ils sont l'objet d'analyses, de débats, d'interprétations multiples, où se mêlent science, foi et idéologie. Mais au-delà de ces conflits, l'expérience des manuscrits demeure celle du mystère, car ces textes, vieux de 2000 ans, parlent avec une intensité qui traverse le temps. Ils évoquent à soi l'angoisse de la fin, l'espérance d'un renouveau, la quête de pureté dans un monde perçu comme corrompu. Ils rappellent que les hommes de Qumran, perdus dans le désert, portaient en eux les mêmes questions que nous. Qu'est-ce que le bien? Qu'est-ce que le mal? Qu'attendre de l'avenir? Comment survivre au chaos de l'histoire? Aujourd'hui, exposés derrière des vitrines, les rouleaux paraissent fragiles, presque insignifiants. Des morceaux de cuir, de parchemin, noircis par le temps. Et pourtant, derrière ces fragments, résonne une voix ancienne, tendue vers l'éternité. Leur silence contient une ferveur qui dépasse les siècles. Le désert de Judée, lui, garde encore son rôle de gardien.
Le vent souffle entre les rochers, la mer morte étend ses eaux immobiles, et les grottes veillent, comme des sentinelles. C'est là que la mémoire humaine a trouvé refuge, là que l'attente messianique s'est inscrite dans des lettres fragiles, confiées à la poussière et au sable. Les manuscrits de la mer morte nous rappellent que l'histoire n'est jamais close, qu'il existe toujours des voix ensevelies qui attendent d'être retrouvées. Et quand on quitte ces falaises, une impression persiste, celle d'avoir effleuré un secret à peine dévoilé. Comme si les rouleaux, malgré leur fragilité, continuaient de murmurer dans la langue du désert, invitant chacun à écouter, non pour résoudre, mais pour se souvenir que le mystère, parfois, est lui-même une forme de vérité. Sur les hauts plateaux de Bolivie, à plus de 3800 mètres d'altitude, s'étend un site dont la singularité a nourri fascination et perplexité depuis sa redécouverte. À proximité du complexe de Tiwanaku, berceau d'une grande civilisation précolombienne, repose Puma Punku, Smat Opra Aikpromata, la porte du Puma. Ce lieu semble fait de fragments immenses, de blocs colossaux éparpillés comme si un cataclysme avait brisé un temple géant. Mais ce qui intrigue surtout, c'est la précision de ces pierres, des coupes droites, des angles parfaits, des emboîtements si minutieux qu'ils défient encore les hypothèses. Puma Punku se présente aujourd'hui comme un champ de ruines. Des blocs de grès et d'andésite, certains pesant plus de 100 tonnes, gisent à terre détachés de leurs structures originelles. Parmi eux, les célèbres blocs en hache, taillés avec une régularité qui surprend. Chaque surface est plane, chaque arête nette, chaque encoche calculée pour s'emboîter avec d'autres. Les lignes sont si précises que certains y voient dans la trace d'outils mécaniques impossibles pour une civilisation précolombienne qui ne connaissait ni la roue pour le transport lourd, ni le fer pour la taille des pierres. La tradition attribue ce site à la civilisation Tiwanaku, qui prospéra entre le 5e et le 11e siècle. Mais l'ampleur des blocs et leur finition semblent dépasser les techniques connues de cette époque. Les archéologues s'accordent sur l'origine humaine de ces structures, mais ils peinent à expliquer comment un peuple sans technologie métallique a pu obtenir une telle précision. Certains avancent que des outils de pierre plus durs, associés à du sable abrasif, auraient en permis de polir les surfaces. D'autres imaginent l'usage ingénieux de cordes, de leviers et de gabarits de bois. Pourtant, face au bloc de Puma Punku, le doute persiste. La perfection géométrique paraît appartenir à un autre temps. La fonction du site reste incertaine. Certains y voient un complexe religieux, un temple dédié au Dieu créateur. Les blocs effondrés auraient formé autrefois une plateforme monumentale, ornée de portes et d'escaliers, centre cérémoniel d'une métropole spirituelle. D'autres pensent qu'il s'agissait d'un espace rituel lié à l'astronomie, une scène où l'alignement des pierres et des ouvertures correspondait au mouvement du soleil et des étoiles. Dans un monde où le ciel gouvernait la vie agricole et spirituelle, Puma Punku aurait incarné un observatoire sacré, un carrefour entre la Terre et le cosmos. Les légendes andines ajoutent à l'étrangeté. Dans les récits des descendants de Tiwanaku, ce lieu fut créé par les dieux eux-mêmes. On raconte que le dieu Viracocha, le grand ordonnateur du monde, y fit surgir les premiers hommes, leur donna des langues et des coutumes, puis disparut vers l'océan. Puma Punku serait donc la matrice de l'humanité, le seuil d'où naquit la civilisation. Ces récits mythiques résonnent avec l'impression que donne le site, celle d'un commencement, d'une origine pétrifiée. Ce qui frappe à Puma Punku, c'est aussi la dispersion des pierres, comme si une force immense avait détruit le monument, projetant ses blocs dans toutes les directions. Certains chercheurs évoquent un séisme, d'autres une inondation brutale, mais aucune explication n'explique totalement l'ampleur du désordre. L'image d'un temple brisé, étendu en fragments, nourrit l'idée que Puma Punku fut victime d'un cataclysme ou que son destin fut lié à la chute soudaine d'une civilisation entière. Le transport de ces blocs reste un mystère en soi. Les carrières d'où ils proviennent se trouvent à plusieurs kilomètres et pour les blocs d'andésite à plus de 60 kilomètres de l'autre côté du lac Titicaca. Comment des blocs de 100 tonnes ont-ils été déplacés sur de telles distances ? On imagine des radeaux sur le lac, des traîneaux sur des troncs, des rampes et des cordages. Mais l'altitude, le relief et la fragilité du terrain rendent ces hypothèses difficiles à concevoir à grande échelle. La question du transport rejoint celle de la taille. Les blocs de Puma Punku semblent demander une organisation et une technologie qui dépassent le cadre connu. Les archéologues modernes tentent d'expliquer cette perfection par la patience et la maîtrise d'artisans habiles, capables de répéter des gestes simples avec une précision extrême.
Mais d'autres voix, plus audacieuses, parlent d'un savoir perdu, d'une technologie disparue. Pumapunku alimente ainsi les imaginaires. Certains y voient Scranton à la trace d'une civilisation plus ancienne, oubliée, voire d'influences extérieures. C'est aux spéculations, rejetées par la science, qui traduisent cependant une vérité plus profonde. Le site trouble nos repères, il semble contenir une étrangeté irréductible. L'expérience sensorielle du lieu renforce ce mystère. Marcher entre les blocs, c'est se confronter à des masses disproportionnées, à des surfaces lisses comme polies, par une main invisible. Les blocs en H alignés semblent faits pour s'assembler comme les pièces d'un puzzle géant. On imagine un monument harmonieux, aujourd'hui brisé, dont la géométrie devait impressionner ceux qui le contemplaient. Le vent froid de l'altiplano, les nuages bas, ajoutent une dimension presque irréelle, comme si Pumapunku n'appartenait pas seulement au passé, mais à un monde parallèle. Le site ne parle pas seulement de prouesse technique, mais aussi de symbolisme. Dans la culture andine, les pierres étaient vivantes, habitées par des forces spirituelles. Les emboîtements précis, les assemblages n'étaient pas seulement des solutions d'ingénierie, ils incarnaient dans l'union des forces cosmiques la stabilité de l'univers. Chaque bloc ajusté devenait une prière silencieuse, une image de l'ordre recherché par les hommes dans un monde incertain. Pumapunku, dans ce sens, était un sanctuaire où la pierre devenait langage, où la géométrie se faisait offrande. L'abandon du site, comme celui de Tiwanaku, reste énigmatique. Vers le XIe siècle, la civilisation s'effondra, laissant ses temples et ses monuments se détériorer. Les raisons en sont encore discutées. Changement climatique, sécheresse prolongée, effondrement politique. Pumapunku, déjà fragilisé, sombra alors dans l'oubli jusqu'à devenir une ruine énigmatique pour les générations futures. Aujourd'hui, il demeure un lieu de fascination. Les chercheurs y voient un défi archéologique, les voyageurs un lieu chargé d'énergie, les habitants une mémoire sacrée. Chacun projette sur ces pierres sa propre interprétation, comme si Pumapunku était un miroir qui reflète nos désirs de comprendre. Mais la vérité du site, son sens premier, reste hors de portée. Et lorsque le soleil couchant éclaire les blocs dispersés, projetant des ombres longues sur l'altiplano, Pumapunku apparaît tel qu'il a toujours été. Un vestige inachevé, une énigme sculptée dans la pierre, un seuil entre le monde des hommes et celui des dieux. Dans la province du Zhejiang, à l'est de la Chine, un petit village rural semblait n'abriter que des collines modestes et des étangs paisibles. Mais en 1992, des habitants décidèrent d'assécher l'un de ces bassins d'eau stagnante. À leur surprise, le fond en Le fond ne révéla pas une simple cuvette naturelle, mais l'entrée béante d'un immense espace souterrain. En poursuivant l'exploration, on découvrit que ce n'était pas une exception. Pas moins de 24 cavités semblables, dissimulées sous le sol, formèrent un réseau de grottes artificielles gigantesques. Ces espaces, aujourd'hui appelés les grottes de Longjiu, demeurent l'un des plus grands mystères archéologiques de Chine, car leur origine, leur fonction et leur époque de construction échappent encore à toute certitude. Chaque grotte mesure en moyenne 30 mètres de profondeur, avec des plafonds et des parois d'une régularité impressionnante. Les surfaces ne sont pas brutes, elles portent toute la marque d'un travail méthodique. Des stries parallèles, soigneusement taillées dans la roche, couvrant murs et plafonds comme une signature répétée. Ces motifs, uniformes, semblent avoir été réalisés avec une intention esthétique ou symbolique, et non par hasard. La précision de ces stries, toutes orientées de manière cohérente, suggère un travail collectif organisé, presque industriel, mais accompli avec des outils dont on ignore encore la nature exacte. L'ampleur de l'entreprise est vertigineuse. Les grottes couvrent une superficie de plusieurs dizaines de milliers de mètres carrés. Le volume de roches excavées représente l'équivalent de millions de mètres cubes. Pour creuser de tels espaces, il aurait fallu mobiliser une main-d'œuvre considérable pendant des années, voire des décennies, coordonner les efforts, assurer la ventilation et l'éclairage, tout en garantissant la stabilité des structures. Pourtant, aucune trace d'outils, aucun débris de chantier, aucun document écrit ne témoigne de ce gigantesque travail. C'est comme si les grottes avaient surgi d'un seul geste, puis avaient été abandonnées sans laisser de traces humaines. Le plus troublant est que l'histoire chinoise, pourtant riche en archives et en chroniques, ne mentionne jamais ces constructions. Ni les annales impériales, ni les récits locaux ne parlent d'un tel projet. Or, un chantier de cette ampleur aurait dû marquer les mémoires, mobiliser des ressources, laisser une empreinte dans les écrits.
Le silence des sources historiques est donc aussi mystérieux que les grottes elles-mêmes. Les hypothèses se multiplient pour expliquer leur fonction. Certains y voient un d'anciens entrepôts, des réserves souterraines destinées à stocker des céréales ou des ressources. Mais la finition soignée, l'absence de toute trace d'usage pratique et la monumentalité du lieu semblent contredire cette idée. D'autres imaginent qu'il s'agissait de sanctuaires, de temples creusés pour des rituels perdus. L'esthétique des parois, les dimensions grandioses, évoquent en effet une intention symbolique plus qu'utilitaire. Mais aucun autel, aucune trace religieuse, aucun objet sacré n'a été retrouvé. Certains chercheurs suggèrent qu'il pourrait s'agir de tombes collectives, préparées pour accueillir des lignées nobles. Mais là encore, les grottes sont vides, dénuées de sépultures, de sarcophages ou d'offrandes funéraires. Le mystère s'épaissit. Pourquoi creuser un tel espace pour ne rien y laisser ? La précision des stries sur les parois intrigue particulièrement. Elles couvrent chaque surface sans exception, comme si l'objectif avait été de transformer toute la roche en un motif uniforme. Ces marques pourraient n'être que la trace d'outils en somme manuelle, mais leur régularité parfaite laisse entrevoir une signification rituelle ou esthétique. Peut-être symbolisait-elle l'eau, la pluie ou encore un langage oublié. Peut-être était-elle une manière d'inscrire dans la pierre une mémoire visuelle, un rythme destiné à accompagner ceux qui pénétraient dans les lieux. La datation des grottes reste incertaine. Les archéologues peinent à établir leur âge avec précision. Certaines analyses en suggèrent qu'elles pourraient ainsi remonter à plus de 2000 ans, peut-être à l'époque des dynasties Qin ou Han, mais aucune preuve ne permet d'affirmer avec certitude leur période de construction. Ce flou temporel entretient le mystère. Les grottes semblent à la fois anciennes et intemporelles, comme si elles échappaient au cadre historique ordinaire. Leur état de conservation étonne aussi. Malgré leur taille, elles n'ont pas subi d'effondrement majeur. Les plafonds, plats et réguliers, tiennent encore comme si les bâtisseurs avaient possédé une connaissance précise de la géologie et des structures portantes. L'ingénierie invisible de ces cavités témoigne d'un savoir-faire avancé, qui paraît disproportionné par rapport à ce que l'on connaît des techniques de l'époque supposée. La découverte des grottes de Longjiou a bouleversé le village. Ce qui paraissait être de simples étangs se révéla être des ouvertures vers un monde souterrain. Certains bassins sont restés remplis d'eau, comme si l'on avait volontairement laissé certaines grottes inaccessibles. D'autres furent aménagées pour être visitées, mais leur atmosphère demeure étrange. Des espaces immenses, silencieux, où la lumière artificielle ne fait qu'accentuer l'impression de vide. Marcher dans ces salles, c'est ressentir une présence absente, comme si les bâtisseurs invisibles avaient disparu soudainement, laissant derrière eux leur œuvre intacte mais inachevée. Le mystère de Longjiou touche aussi à la psychologie humaine. Ces cavités vides, parfaitement taillées, mais dépourvues de sens clair, semblent bel nous parler d'une volonté que nous ne comprenons pas. Elles donnent l'impression que l'homme peut bâtir à une échelle démesurée, non pour répondre à un besoin concret, mais pour exprimer une idée, une vision, une symbolique perdue. Peut-être s'agissait-il de lieux initiatiques où l'on descendait pour traverser une expérience spirituelle. Peut-être représentait-elle une cosmogonie souterraine, un reflet du monde invisible. Mais en l'absence de preuves, tout reste hypothétique. Les habitants de la région, confrontés à cette découverte, racontent aujourd'hui encore leur étonnement. Leurs récits soulignent l'irruption du passé dans le présent. Une terre banale qui cache, sous sa surface, des cavités dignes des plus grands monuments. Ce contraste nourrit la fascination. Combien de mystères dorment encore, invisibles, sous nos pieds ? Longjiou rappelle que l'histoire humaine est faite de lacunes. Chaque civilisation laisse des traces, mais beaucoup disparaissent, effacées par le temps, par l'oubli ou par le silence volontaire. Les grottes Nénors sont l'un de ces témoignages déroutants, qui surgissent sans explication, comme un message laissé sans destinataire. Leur vide est leur force. En l'absence d'objets, elles imposent à la pure énigme de l'espace, de la pierre taillée, du geste humain inscrit dans la roche. Aujourd'hui, les grottes attirent chercheurs et visiteurs, mais elles restent insaisissables. Ni tombe, ni temple, ni entrepôt, elles se tiennent entre toutes ces possibilités, comme une frontière entre le pratique et le sacré. Elles rappellent que l'homme, depuis toujours, creuse la terre autant pour survivre que pour chercher un sens. Et lorsque l'on se tient au fond d'une de ces cavités, entourée de parois striées, l'impression est étrange. On se sent à la fois protégé et observé, comme dans le ventre d'une montagne habitée par une mémoire muette. Les grottes de Longjiou ne livrent rien, mais elles offrent une expérience
celle du mystère pur, gravé dans la pierre, suspendu dans le temps. Dans les hautes terres andines, les montagnes gardent le souvenir d'un empire disparu. Les Incas, maîtres d'un territoire immense qui s'étendait du nord du Chili à la Colombie, furent l'une des civilisations les plus raffinées du continent américain. Leur société, organisée, hiérarchisée, tissée de rites et de symboles, avait fait de l'or non seulement un métal précieux, mais une substance sacrée, reflet du soleil sur terre. Quand les conquistadors espagnols arrivèrent au XVIe siècle, ils découvrirent une richesse inouïe. Temples couverts de plaques d'or, statues, bijoux, offrandes. Mais une grande partie de cet or disparut, englouti dans l'histoire, donnant naissance à l'une des plus grandes énigmes archéologiques, le trésor perdu des Incas. L'événement fondateur de ce mystère remonte à la capture de l'empereur Atahualpa par Francisco Pizarro en 1532. Prisonnier dans la ville de Cajamarca, l'Inca promit sa libération contre une rançon colossale. Il fit remplir une salle entière d'or et 2 autres d'argent jusqu'à une hauteur marquée sur les murs. Les artisans incas fondirent et apportèrent de statues, vaisselles et ornements pour accumuler la richesse exigée. Ce fut sans doute l'un des plus grands rassemblements de métaux précieux jamais vus dans le Nouveau Monde. Mais malgré cette promesse, les Espagnols firent exécuter Atahualpa. Une partie de la rançon fut expédiée en Europe, mais une autre semble s'être volatilisée, disparue avant même d'avoir quitté les Andes. À cette perte initiale s'ajoutent les récits persistants d'un trésor beaucoup plus vaste, caché pour échapper aux envahisseurs. Selon certaines chroniques d'un Cabeçanche, des caravanes d'or et d'argent, escortées par des fidèles de l'Inca, se seraient enfoncées dans les montagnes ou dans les forêts amazoniennes pour dissimuler ce qui ne devait pas tomber aux mains des Espagnols. On parle de statues divines enterrées dans des grottes, de plaques d'or fondues et coulées dans les lacs sacrés, de temples entiers vidés en secret. Le mythe du trésor perdu des Incas naquit ainsi, un butin fabuleux, jamais retrouvé, qui aurait échappé à la soif insatiable des conquistadors. Au cœur de ce mystère se trouve aussi la légende de Paititi, une cité d'or cachée dans la jungle amazonienne. Certains chroniqueurs espagnols évoquent cette ville mythique, refuge des Incas en fuite, où seraient nés conservés les trésors de l'Empire. Les explorateurs des siècles suivants, fascinés par ces récits, partirent à la recherche de cette cité perdue, affrontant les forêts denses, les fièvres, les rivières impétueuses. Aucun ne trouva de preuves définitives, mais l'idée d'un Eldorado andin persiste encore aujourd'hui. Les Incas voyaient croire dans l'or la Tzonnich, la sueur du soleil. Pour eux, il ne s'agissait pas seulement de richesses matérielles, mais d'une substance divine, liée à l'astre qui gouvernait leur monde. Le temple du Coricancha, à Cusco, en était l'expression la plus spectaculaire. Ses murs étaient recouverts de plaques d'or polies qui réfléchissaient dans la lumière comme un miroir cosmique. Des statues, des animaux, des champs entiers de maïs sculptés en or ornaient le sanctuaire. Lorsque les Espagnols le découvrirent, ils furent éblouis. Mais la plupart de ces merveilles disparurent rapidement, fondues en lingots pour être expédiées vers l'Espagne. Seule une fraction parvint en Europe. Beaucoup se perdirent en chemin, coulés avec les navires qui sombrèrent, dispersés dans le chaos des guerres. L'or des Incas perdus n'est donc pas seulement une énigme archéologique, mais aussi une histoire de destruction. Les conquistadors ne voyaient dans ces objets que du métal à fondre, ignorant leur valeur symbolique et spirituelle. Des trésors façonnés par des générations d'artisans furent réduits en lingots anonymes. Ce qui demeure aujourd'hui, ce sont quelques fragments préservés dans des musées et surtout les récits de ce qui fut détruit. Mais l'idée qu'une partie du trésor ait échappé à cette spoliation nourrit l'imagination. Plusieurs lieux sont évoqués comme possible cache du trésor. Le lac Titicaca, sacré pour les Incas, aurait reçu des offrandes massives, dont certaines statues d'or. Les fonds du lac ont livré quelques artefacts, mais jamais la masse fabuleuse qu'on évoque. Les grottes des Andes, nombreuses et profondes, pourraient abriter des dépôts dissimulés. Certains explorateurs affirment avoir trouvé des indices, des passages murés, des couloirs mystérieux. Mais rien n'a jamais confirmé l'existence d'une cache unique et monumentale. Le mythe de Paititi entretient le mystère. Cette cité cachée, décrite comme riche et intacte, serait située dans les forêts amazoniennes à l'est du Pérou ou de la Bolivie. Les chroniqueurs rapportaient que les survivants de l'Empire s'y étaient réfugiés avec leurs richesses et leur savoir. De nombreux explorateurs, du XVIIe au XXe siècle, partirent à sa recherche souvent pour ne jamais revenir. Certains affirment
avoir aperçu des ruines au cœur de la jungle, d'autres parlent de rencontres avec des peuples qui évoquaient une ville ancestrale. Mais jusqu'ici, Paititi reste une légende, un horizon qui recule à mesure qu'on s'en approche. Pour les archéologues modernes, l'or perdu des Incas n'est peut-être pas un trésor caché, mais une multitude de fragments dispersés. Une partie a été fondue et expédiée, une autre a été coulée dans les mers et les fleuves, une autre encore reste enfouie sous la terre andine, oubliée. Pourtant, le mythe persiste, car il touche à quelque chose de plus profond que la simple quête matérielle. Il parle d'un héritage spirituel, d'un monde détruit dont les traces survivent sous forme d'énigmes. Ce mystère n'est pas seulement une question d'archéologie, mais aussi une méditation sur la perte. Ce que les Espagnols détruisirent, c'est une vision du monde où l'or n'était pas une monnaie, mais une lumière terrestre, un lien entre les hommes et le soleil. Le trésor des Incas, qu'ils dorment encore dans une grotte ou qu'il ait disparu à jamais, symbolise la fracture entre deux univers, celui des peuples andins, pour qui l'or était sacré, et celui des conquistadors, pour qui il n'était que richesse. Dans les Andes, les récits du trésor perdu sont encore vivants. Les communautés locales parlent de lieux interdits, de cavernes gardées patientées par des esprits, de trésors maudits que personne ne doit toucher. Ces légendes sont plus que des contes, elles prolongent la mémoire d'une perte, elles rappellent que le sacré ne peut être réduit à un métal fondu. L'or des Incas perdus n'est pas seulement une richesse matérielle à retrouver, mais une blessure historique, un mystère qui persiste parce qu'il incarne ce qui fut effacé. Et lorsque l'on contemple les montagnes andines couvertes de brume, il est facile d'imaginer que sous leurs flancs se cachent encore des salles pleines d'objets sacrés, que des statues d'or dorment dans l'obscurité des grottes, que des temples engloutis brillent sous les eaux du Titicaca. Peut-être ne seront-ils jamais retrouvés. Peut-être est-ce précisément leur rôle, rester invisible pour que le mythe survive, pour que l'énigme continue de hanter ceux qui cherchent à comprendre. L'or des Incas perdus est moins une quête qu'une absence qui rappelle combien la mémoire humaine est fragile, combien la conquête détruit autant qu'elle révèle. Ce trésor invisible est devenu un miroir de notre fascination pour ce qui échappe, pour ce qui demeure hors de portée. Dans le silence des Andes, l'écho d'Atahualpa résonne encore, et avec lui la promesse d'un or qui n'a jamais cessé de briller dans l'imaginaire du monde. Dans les plaines fertiles qui s'étendent entre le Pakistan et le nord-ouest de l'Inde, sous les terres que nourrissent encore aujourd'hui les crues saisonnières, repose une civilisation oubliée qui fut pourtant l'une des plus grandes du monde antique. On l'appelle la civilisation de l'Indus, ou civilisation harapéenne d'après le nom du premier site mis au jour au XIXe siècle, Harappa. Avec Mohenjo-Daro et des centaines d'autres villes enfouies, elle formait, il y a plus de 4000 ans, un réseau urbain immense, comparable en ampleur aux civilisations de la Mésopotamie et de l'Égypte. Mais à la différence de ces dernières, son histoire demeure presque muette. Pas de roi connu, pas de texte traduit, pas de récits transmis. Ces cités surgissent dans du sol comme des fantômes, parfaitement tracés mais privés de voix. Les fouilles révèlent en des villes planifiées avec une rigueur impressionnante. Les rues y sont droites, orientées selon des axes nord-sud et est-ouest, formant une grille régulière. Les habitations, souvent construites en briques cuites, sont dotées de puits, de salles de bain et de systèmes d'évacuation. À Mohenjo-Daro, on a découvert un complexe appelé le Grand Bain, un bassin monumental, étanchéifié avec soin, probablement utilisé pour des rituels d'eau. Cette urbanisation avancée témoigne d'une organisation sociale poussée, capable de concevoir des infrastructures collectives bien avant que d'autres civilisations ne les développent. Ce qui frappe, c'est la modernité de ces aménagements. Les systèmes d'assainissement et de drainage dépassaient ceux de nombreuses villes médiévales, des millénaires plus tard. Chaque maison possédait un accès à l'eau et des canalisations reliées à un réseau collectif. Cela suggère une société qui valorisait l'hygiène, la régulation et le bien-être commun. Pourtant, malgré cette sophistication, aucune trace de palais grandioses ni de temples monumentaux n'a été retrouvée. La civilisation de l'Indus semble avoir privilégié la collectivité sur la monumentalité, l'organisation sur l'ostentation. Mais l'énigme la plus troublante réside dans son écriture. Des centaines de sceaux gravés ont été retrouvés ornés de symboles et de figures animales stylisées. Taureaux, éléphants, rhinocéros, créatures mythiques. Les inscriptions brèves comportent une vingtaine de signes. Leur répétition suggère une langue structurée, mais aucun texte long n'a survécu.
et aucune pierre de Rosette n'a permis de les déchiffrer. Depuis des décennies, linguistes et archéologues tentent de percer le code de cette écriture, mais elle demeure silencieuse. Était-ce une langue parlée aujourd'hui disparue ? Était-ce un système de notation limité à des usages commerciaux ou religieux ? Chaque hypothèse s'éteint dans l'absence de clé. Ainsi, le peuple de l'Indus nous a laissé des symboles sans voix, comme un message adressé au futur, mais dont la langue s'est éteinte. L'absence de hiérarchie visible ajoute au mystère. Contrairement à l'Égypte des pharaons ou à la Mésopotamie des rois, la civilisation de l'Indus ne montre pas de tombe royale somptueuse, pas de statue de souverain, pas d'édifice centré sur le pouvoir. Tout semble égalitaire, homogène, comme si la société fonctionnait selon un modèle collectif, peut-être gouverné par des conseils ou des traditions partagées. Était-ce une démocratie ancienne, une société où le pouvoir était distribué, ou bien une théocratie discrète dont les rituels se concentraient sur des espaces plus modestes que les temples habituels? L'absence de preuves laisse la question ouverte. Le commerce jouait un rôle majeur. Les sceaux retrouvés servaient là probablement à marquer les marchandises. On sait que la civilisation de l'Indus entretenait des échanges avec la Mésopotamie, car des objets arapéens ont été découverts à Ur et à Sumer. Les bateaux naviguaient en Conlis sur l'Indus et atteignaient pourtant les ports du Golfe. La société était donc ouverte, connectée, insérée dans un réseau d'échanges internationaux. Mais de cette prospérité, il ne nous reste que des traces matérielles, perles, poteries, bijoux, sceaux. Pas de chroniques, pas de récits pour raconter leur vision du monde. La chute de la civilisation de l'Indus demeure tout aussi mystérieuse. Vers Niton Undra Avele, jour après jour, les grandes cités furent progressivement abandonnées. Les rues se vidèrent, les maisons s'effondrèrent, les symboles disparurent. Plusieurs hypothèses tentent d'expliquer ce déclin. Changement climatique, entraînant la sécheresse ou le déplacement des fleuves, invasion de peuples indo-ariens, effondrement interne. Les chercheurs parlent d'un assèchement progressif du fleuve Sarasvati, autrefois puissant, qui aurait condamné l'agriculture et provoqué l'exode des populations. Mais aucune cause unique ne s'impose et le silence des archives rend la chute aussi obscure que l'origine. Les statues et figurines retrouvées en ajoutent un temps des indices fragmentaires. Certaines représentent un monde des déesses Tambamères, symbole de fertilité. D'autres montrent des personnages assis en posture méditative, parfois interprétés comme les prémices d'un yoga archaïque. Ces images, si elles reflètent des croyances, suggèrent une spiritualité tournée vers la nature, la fécondité, l'harmonie intérieure. Mais sans texte, elles sont des silhouettes muettes, ouvertes à toutes les interprétations. Ce qui impressionne à Harappa et Mohenjo-Daro, ce n'est pas seulement l'urbanisme, mais l'impression de silence. En parcourant les rues droites, on a le sentiment d'une ville endormie, figée dans le sable depuis 4 millénaires. Les murs, les escaliers, les puits sont encore là, mais les voix se sont tues. On imagine les habitants, vêtus de tissus simples, vaquant à leurs activités, utilisant des seaux pour sceller des échanges, se réunissant dans les bassins pour des rituels. Mais tout cela n'est qu'une reconstruction fragile, une tentative de redonner vie à des pierres muettes. La civilisation de l'Indus pose une question vertigineuse. Comment une société aussi avancée a-t-elle pu disparaître presque sans laisser de mémoire ? Son urbanisme, ses techniques, ses échanges témoignent d'une culture brillante, mais l'absence d'écriture déchiffrée nous prive de son récit. Ce peuple, qui avait tant construit, qui avait relié ses villes dans un réseau immense, semble s'être effacé sans témoin. Leur monde s'est englouti dans le sable, ne laissant qu'un puzzle dont les pièces principales manquent. Aujourd'hui, les sites de l'Indus sont encore en partie enfouis. Chaque fouille révèle de nouveaux quartiers, de nouveaux objets, de nouveaux sceaux. Mais la clé manque toujours. Les archéologues savent qu'ils n'ont qu'effleuré la surface et que sous la terre dorment encore des réponses. Pourtant, même si demain l'écriture était déchiffrée, le mystère resterait. Pourquoi cette civilisation, si organisée, si prospère, s'est-elle effacée si silencieusement ? Le crépuscule de l'Indus n'a pas seulement marqué la fin d'un peuple, mais l'ouverture d'un vide dans notre mémoire collective. Ce vide résonne encore aujourd'hui. Les cités désertes rappellent que l'histoire humaine n'est pas une ligne continue, mais une succession de présences et d'absences. La civilisation de l'Indus, par son silence, incarne cette part invisible du passé, ce monde qui fut, mais qui ne se raconte plus. Et lorsque le soleil se couche sur les ruines de Mohenjo-Daro, illuminant les briques rouges et les rues désertes, on sent encore la force de cette absence. Le vent souffle entre les murs effondrés comme une voix éteinte.
Les cités de l'Hindu continuent d'exister, non pas comme un savoir complet, mais comme une énigme. Un peuple sans roi, sans écriture lisible, mais qui sut bâtir des villes avancées avant de disparaître dans le silence du temps. Sous une colline artificielle dans la province du Shaanxi repose l'un des monuments funéraires les plus impressionnants et les plus énigmatiques jamais conçus. C'est là, près de la ville de Xi'an, que se trouve le mausolée de Qin Shi Huang, le premier empereur de Chine unifié au IIIe siècle avant. Jour après Jésus-Christ. Découvert par hasard en 1974 par des paysans qui creusaient prendre un puits, ce site est devenu célèbre grâce à son armée de terre cuite, des milliers de soldats grandeur nature alignés dans des fosses veillant sur leur souverain depuis plus de 2 millénaires. Mais au-delà de ces figures muettes, c'est la tombe elle-même qui demeure un mystère. Elle n'a jamais été ouverte et les textes anciens suggèrent qu'elle renferme des secrets qu'aucun regard moderne n'a encore contemplés. Les chroniques de l'historien Sima Qian, rédigées un siècle après la mort de l'empereur, décrivent un mausolée grandiose. La chambre funéraire aurait été conçue comme une reproduction miniature de l'Empire. Des palais, des tours, des rivières et des mers d'argent et de mercure, symbolisant les fleuves et les océans. Le plafond aurait été orné de pierres précieuses figurant les étoiles, et des mécanismes auraient été installés pour protéger la tombe, des arcs prêts à tirer sur les intrus. Si ces récits d'un nom sont exacts, le tombeau de Qin Shi Huang est plus qu'un simple lieu de repos. C'est un cosmos enfoui, une mise en scène du monde en miniature, figée pour l'éternité. Les fouilles modernes n'ont pas encore pénétré dans la chambre principale. Les raisons sont multiples. Crainte de détruire les structures de fragiles, impossibilité technique de préserver ce qui pourrait être découvert, respect aussi pour le lieu. Des analyses de sol ont cependant confirmé la présence de concentrations élevées de mercure autour du tumulus, semblant corroborer le récit de Sima Qian. Cela laisse imaginer un espace souterrain empli de rivières métalliques, scintillant dans l'obscurité. L'idée seule fascine, un univers artificiel créé pour accompagner l'empereur dans son voyage vers l'immortalité. L'armée de terre cuite qui entoure le tumulus participe à l'énigme. Plus de 8000 statues ont été mises au jour, chacune différente, visage, coiffure, expression varient comme s'il s'agissait de personnes réelles. Les soldats sont accompagnés de chevaux, de chars, d'armes en bronze, parfaitement conservées. Cet ensemble colossal semble incarner la volonté de Qin Shi Huang, de prolonger dans la mort le pouvoir qu'il exerçait dans la vie. Mais pourquoi créer une armée figée, enterrée, invisible au regard des vivants ? Peut-être parce que, dans la vision du premier empereur, l'au-delà n'était pas un royaume abstrait, mais une continuation du monde terrestre. L'armée devait le protéger, tout comme elle avait protégé son empire. Qin Shi Huang fut une figure ambivalente. Unificateur de la Chine, bâtisseur de routes, d'une monnaie unique de la Grande Muraille, il fut aussi un souverain impitoyable, obsédé par le contrôle et l'immortalité. Sa quête d'éternité l'amena à rechercher des élixirs de vie, à consulter des alchimistes, à craindre sans cesse la mort. Le mausolée reflète cette obsession, une tentative de créer un monde éternel, clos, où son pouvoir perdurerait. Mais cette volonté de défier le temps l'a paradoxalement enfermé dans un tombeau que personne n'ose ouvrir, prisonnier de sa propre éternité. Le tumulus qui recouvre la tombe mesure près de 50 mètres de hauteur et plusieurs centaines de mètres de côté. À l'époque, il devait être encore plus imposant, couvert de végétation et de pavillons. Sous cette montagne artificielle, les archéologues estiment que des galeries, des chambres, des salles immenses se déploient encore, intactes depuis plus de 2000 ans. Mais le silence demeure. Chaque tentative d'approche se heurte à l'impossibilité de préserver ce que l'on découvrirait. Car dès que les statues de terre cuite furent exposées à l'air, leurs couleurs vives, peintes à l'origine, disparurent en quelques heures. Que deviendraient alors les fragiles merveilles enfermées dans la chambre centrale ? Ce mausolée pose aussi une question d'éthique. Doit-on ouvrir la tombe d'un empereur au risque de détruire son contenu, ou doit-on respecter son silence, le laisser reposer dans l'obscurité où il fut volontairement scellé ? Les débats se poursuivent entre archéologues, historiens et autorités chinoises. Pour l'instant, la décision est de laisser le tumulus intact, de protéger ce qui se cache dessous, jusqu'à ce que la technologie permette une exploration sans destruction. Ce choix entretient le mystère. La plus grande partie du mausolée reste invisible, imaginaire, comme une énigme suspendue.
L'idée d'une chambre décorée d'étoiles, de fleuves de mercure, d'armes prêtes à tirer, alimente une fascination universelle. Elle parle d'un homme qui voulait que son empire ne meure jamais, qui transforma sa tombe en un microcosme du monde. Mais elle nous confronte aussi à une limite. Nous savons que quelque chose existe sous cette colline, mais nous ne pouvons pas le voir. Le mausolée de Qin Shi Huang est un secret tangible, dont la présence est certaine, mais dont la révélation reste impossible. Le site tout entier est comme une mise en scène du mystère. L'armée de terre cuite, sortie de terre par hasard, a suffi à stupéfier le monde. Mais elle n'est qu'une périphérie, une garde silencieuse. Le cœur, la chambre funéraire, demeure intacte. Ce contraste entre ce qui a été révélé et ce qui reste caché fait du mausolée un lieu unique. Il nous montre assez pour fasciner, mais pas assez pour satisfaire. Il est l'archétype du secret enfoui. Un rappel que l'histoire garde toujours une part inaccessible. Autour de la colline, les fouilles continuent de révéler des annexes, acrobates en terre cuite, fonctionnaires, musiciens, animaux. Chaque découverte élargit le portrait du monde funéraire de Qin Shi Huang, mais ces fragments ne font qu'accentuer le mystère du centre. Tout semble organisé pour créer une cité souterraine complète, une société miniature destinée à servir l'empereur éternellement. La tombe n'est pas seulement un tombeau, mais une reproduction du monde, une tentative de défier la mort en la niant. Les chroniques disent aussi que des milliers d'ouvriers, après avoir construit le mausolée, furent enterrés vivants pour préserver le secret. Que ce soit légende ou réalité, cela ajoute à l'aura d'effroi qui entoure le site. La tombe de Qin Shi Huang est à la fois un exploit architectural et un abîme moral, un lieu où le pouvoir absolu s'est prolongé jusque dans la mort. Aujourd'hui, la colline artificielle se dresse toujours, verte, paisible, recouverte de pins. Les visiteurs s'approchent, contemplent l'horizon, mais ne peuvent n'en pénétrer. Tout est là, sous leurs pieds, mais inaccessible. Ce contraste entre la proximité et l'inaccessibilité nourrit le sentiment d'étrangeté. Le mausolée est un secret visible. Chacun sait qu'il existe, mais personne ne peut le contempler. La tombe du premier empereur de Chine est donc plus qu'un monument. C'est un symbole de l'énigme elle-même. Elle nous rappelle que l'histoire n'est pas seulement faite de découvertes, mais aussi de silence, de portes fermées, de secrets gardés. Dans l'obscurité de sa chambre funéraire, Qin Shi Huang continue de régner, invisible, entouré de son empire miniature. Et tant que la tombe restera scellée, il demeurera l'un des souverains les plus mystérieux de l'histoire humaine, présent par son absence, immortel dans son silence.